Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant dans l'actualité de la bande dessinée américaine et pas que. Et bien entendu, ce podcast est enregistré en compagnie de l'ami Corentin ici présent. Salut. Tu vas bien? Oui. Les pollens, tout ça, c'était quoi? Non, c'était l'hernie discale, je sais plus. C'était quoi les cervicales. Les cervicales, oui. Toujours pas réparé. Toujours pas, très bien. Non, j'ai un torticolis d'ailleurs. Voilà. C'est terrible. Il se dégrade de podcast en podcast. Ouais, ça s'appelle vieillir. Voilà, on le retrouvera bientôt dans un petit fauteuil roulant. Avec Frank Miller. Avec Franck, en compagnie de Frank Miller. Allez Corentin, on démarre ce podcast en remerciant bien entendu notre partenaire Pulps, qui est notre sponsor, que vous pouvez aller découvrir sur place à Paris avec ces 3 librairies, et également sur Bordeaux, mais surtout vous pouvez aller visiter leur site sur internet. Et si on vous parle de leur site, c'est parce que nous, vous le savez, on fait une sélection de comics VO à prix de lancement tous les mois. Ça s'appelle le Focus Pulse. On a fait la dernière chronique dans le front page d'il y a 10 jours, mais vous pouvez aller sur le site et suivre, enfin, regardez dans la description de ce podcast pour voir quels sont les comics qui sont à prix de lancement en ce moment. Et là, sachez que pour la somme modique de 6,32 €, vous pouvez vous prendre les premiers numéros de Event Horizon Dark Descent, Orphan and the Five Beasts, Bath of Blood et Superman The Kryptonite Spectrum. Et donc, c'est trop cool pour vous faire des bonnes... C'est vraiment pas cher. Merci First Print. C'est ça. Merci Pulps, merci First Print. Merci Pulps. Eh, dis donc chérie, tu savais que en ce moment, si tu... Allez, non, 6,32 €. Incroyable. Et donc voilà, vous pouvez vous faire ces découvertes pour des titres qui sortiront au mois d'août, je crois. Donc voilà, pour faire des lectures trop cool pendant l'été. On remercie également notre First Print Army, les tipeurs et tipeuses qui nous soutiennent en ce moment. Vous êtes 135 et ça nous fait très très plaisir. Vous nous permettez de produire autant de podcasts qu'on le souhaite et de voir l'avenir sur le long terme, mais ça fait quand même quelques jours que voilà, il n'y a eu rien, voilà, parce qu'en fait, vous savez, sur la page d'accueil, on voit le graphique avec les nouveaux types, et en ce moment, là où j'enregistre, eh bien, il y a marqué 0, 0, 0 à tous les compteurs. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui nous a rejoint. Qu'attendez-vous? Arnaud a sorti une magnifique émission avec John Romita Jr. Exactement. Romita Jr. pense que Arnaud a comploté avec sa femme pour l'obliger à faire des couvertures et arrêter de faire des intérieurs. C'est ça. Ce qui est vrai d'ailleurs. Arnaud a été voir la femme de Romita pour lui dire, dis-lui qu'il arrête là. Je te remercie d'ailleurs pour ça. C'est peut-être ce que j'ai fait. Non, mais c'est ça. Il y a eu John Romita, il y a Bill Sienkiewicz qui est là également. Donc voilà. Après, il y a un Baki Shoes qui est un peu le grand absent de cette liste de podcasts récents, je trouve. C'est vrai. Peut-être que j'aurais oublié de l'uploader, mais peut-être qu'il arrivera dans quelques jours à l'heure où vous écoutez ce podcast. D'ailleurs, il arrivera quelques jours. Il y a aussi Petit Rapace qui va revenir pour Slum Kids tome 2. Donc voilà, toujours un gros programme. Donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous appréciez le travail. Également, vous pouvez le faire en partageant les podcasts sur les réseaux sociaux et en discutant sur notre Discord. Tous les liens sont dans la description. On va donc commencer cette émission avec la partie comics. Juste une petite notice d'information à celles et ceux qui nous écoutent depuis le Nord. J'espère que vous allez bien déjà et qu'il fait beau, que vous avez quand même que le soleil n'est plus un concept qui vous est étranger, mais surtout j'espère que vous allez de temps en temps chez Astro City, le comic shop de Lille, qui est très très bien pourvu en VO et en VF et que l'on salue, et surtout qui va accueillir à l'heure où on enregistre ce podcast, vraiment c'est le jeudi et le vendredi donc 12 et 13 juin, où il y aura des séances de dédicaces avec d'un côté Chris Baldi, un auteur écossais qui vient de sortir, dont l'un de ses premiers albums qui s'appelle Space Captain, et ça a été traduit en VF par Traqué dans l'espace. Ça vient de sortir aux Aventuriers d'ailleurs, avec qui on avait fait un podcast avec le directeur de collection à Angoulême en début d'année. Donc là aussi vous pouvez aller réécouter pour découvrir vraiment cette enclave chez le groupe Bambou, en fait, qui se dédie à la bande dessinée étrangère, dont une partie vraiment très américaine et anglophone. Donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast qu'on avait fait avec l'éditeur. Et dans le deuxième temps, le vendredi, donc il y aura le Laurence Campbell, qui est
entre autres le dessinateur de The One Hand, donc la série du diptyque The One Hand, The Six Fingers de Ramvé et Dan Waters. Donc voilà, ça fait donc lui, il avait déjà été invité, mais je me rappelle plus s'il avait pu venir, s'il y avait pas eu une annulation au Festival de livres d'en haut, qui est un festival littéraire qui a lieu pendant l'été, auquel Astro City participe à chaque fois et fait venir des artistes de bande dessinée et de comics. Et donc n'hésitez pas à aller à passer en boutique pour aller vous faire signer ces ouvrages. Et si vous venez parce que vous avez entendu First Print en parler, n'hésitez pas à leur dire, ça fait un petit big up et ça leur fera plaisir. Corentin, oui, on va terminer les dernières grandes annonces de Panini Comics, les fameuses big news, puisqu'il y en a eu encore quelques-unes. Alors on relaye pas forcément tout à chaque fois et on n'énumère pas tout, mais dans les projets plutôt importants, on a eu une nouvelle vague de titres Marvel Pocket, donc la fameuse collection poche dédiée aux titres Marvel, puisque ça marche. Ça marche plutôt bien et j'ai quand même l'impression que ils ont un peu accéléré la cadence, ce qui est un peu rigolo puisque quand ils s'étaient lancés, donc c'était pas en ce début d'année, c'était déjà en 2024, on avait dit oui, alors des vagues de 5 titres, il y avait 4 titres Marvel et un titre indé avec The Boys, ça faisait un peu cheap, pas cheap mais un peu petit bras, et parce qu'on comparait avec Urban Nomad qui 2 ans plus tôt était venu plutôt avec une vague avec 10 titres d'un coup et avec une cadence assez régulière. Et bien finalement c'est les trajectoires qui vont dans l'autre sens puisque Urban Nomad, les vagues diminuent et à la fois en termes de nombre puisqu'on est passé de 10 à 6 titres et aussi en termes de régularité puisqu'elles sont un peu plus espacées. On avait 4 par an, il n'y en a plus que 2 par an pour le moment, tout simplement parce qu'il y a aussi pas forcément beaucoup plus dans le catalogue à éditer dans ce format-là, puisque le but de la collection n'a jamais été de tout proposer en poche. Mais à l'inverse, avec l'historique de Panini, c'est 20 et plus 30 années de publication de Marvel en France. Et il y a beaucoup de titres à éditer, surtout que techniquement on va se dire que Panini Comics, la réédition, c'est un sport dans lequel ils excellent. Médaillé olympique. C'est ça. Et donc ils ont à la fois des titres des séries longues qu'ils éditent. Mais ils font aussi des récits complets, donc ils enchaînent. En fait, il y a des vagues dédiées aux récits complets en alternance avec des séries qui sont plus ou moins longues, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui font que 2 à 3 tomes et d'autres par contre le Ultimate Spider-Man, voilà. ça en fera 11. Ils en sont au 6 là je crois. Ouais. Peut-être même le 7 si je mais j'en ai un de retard alors. Ouais. Donc The Boys ce sera en 7 tomes, mais t'as Civil War qu'ils ont fait en 6, voilà, donc t'as quand même pas mal de Civil War ils ont fait en 6 tomes. Ouais, avec tous les tie-in en fait, tous les récis à côté, tout le truc quoi. Autre débat, on n'a pas le temps aujourd'hui. Oui, ouais. C'est sûr qu'il y a que le premier qui est le plus intéressant. Après, les autres, si t'as envie de voir un peu comment ça se passait dans l'univers Marvel, c'est pas inintéressant en tant que tel. Omnibus pour ça, quand même. Justement, c'est pour proposer ça à un autre prix que l'omnibus. Après, au global, si tu prends 6 tomes fois, c'est 9 balles? J'imagine, ouais. Enfin, 10, quoi. 9,99. C'est un omnibus, en fait. Mais en petit. Non, petit, mais plus transportable, que tu peux lire, sur la route. T'as l'air plus cool dans le métro. Avec ton ouais, c'est ça, avec ton omnibus, dis que t'es un nerd sans dire que t'es un nerd, quoi. Donc voilà, ils ont annoncé une nouvelle vague de récits complets. Donc on a Weapon X, donc Wolverine l'arme X de Barry Windsor Smith, donc un classique qui revient sur les origines vraiment de Logan, comment il a été embarqué et torturé. En vrai, il se fait. Oui. Non, mais j'allais dire réédité dans tous les formats. Voilà, c'est ça, exactement, qui a été édité dans la collection Must Have, qui était dans la collection à petit prix Les Grandes Sagas il y a quelques années, qui a eu droit à une très jolie d'ailleurs édition Prestige en noir et blanc l'année dernière. Donc voilà, c'est effectivement le titre qu'on a déjà vu et revu et qui clairement ne s'adresse pas à nous en tant que lecteur et sûrement peut-être pas à vous en tant qu'auditeur auditrice, sauf si vous ne l'avez pas lu. Dans ce cas, ce sera une bonne occasion sûrement de découvrir ce récit qui reste culte de toute façon là-dessus sur la qualité. Il y a plus à discuter de ce que vaut ce récit. Et également dans cette catégorie des on en a encore, on vous le remet, on vous en remet un peu. C'est House of M de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel. Donc le fameux récit où les Avengers partent à la recherche de Scarlet Witch puisque cette dernière a fait clairement une grosse dépression, un gros nervous breakdown, causé la mort de plusieurs des Avengers en faisant une attaque sur le manoir des Avengers.
Elle va donc se cacher chez son papa, Magneto. Ils arrivent, grosse tension parce que Magneto a pas l'intention de laisser sa fille être capturée, être arrêtée. Et là, d'un coup, on est dans une nouvelle réalité où en fait, ce sont les mutants qui dominent le monde, gouvernés par la maison de Magneto. Et seul Wolverine se rappelle que il y avait une autre réalité avant. Et donc, il va essayer de ramener cette réalité. Et c'est notamment culte puisque c'est dans ce récit-là qu'il y a le fameux No More Mutants de Wanda qui a été d'un impact conséquent sur l'ensemble des X-Men dans les années à venir. Et que Carol Danvers devient Captain Marvel aussi. Tout à fait. Donc c'est très bien au demeurant. Non, c'est super bien. C'est Olivier Coipel. En plus, Olivier Coipel, son dessin ne vieillit pas. Enfin voilà, il y a vraiment une certaine fraîcheur. Un des chefs-d'œuvre des années 2000 chez Marvel. Ouais, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, pareil, ça a été édité dans des éditions absolutes, enfin pas absolutes, mais voilà, Prestige aussi en noir et blanc. Il y a eu du must-have, il y a eu vraiment tout ce qu'on veut là-dessus. Donc vraiment, c'est simplement, si vous ne l'aviez jamais lu, qu'attendez-vous donc? Eh bien, vous pouvez aller vous le prendre en poche. Donc tous ces titres-là arriveront pour l'automne 2025. Spider Noir également, qui arrive. Ça, bon, c'est logique. On Spider-Man Noir. Spider-Man Noir, oui, pardon, effectivement. Spider-Man Noir, c'est la série Prime Video, mais n'oublions pas que le vrai copyright, c'est Spider-Man Noir. Tout à fait. Donc, Spider-Man Noir qui sortira certainement en anticipation de la série Spider Noir sur Prime Video qui doit être prévue pour l'année prochaine. Mais un album composite puisqu'on a les deux premiers volumes, donc, par les créateurs originaux, donc David Hine, Fabrice Sapolsky et Carmine Di Giandomenico. Mais après, t'as aussi la troisième mini-série de Margaret Stoll et Juan Ferreira. Il n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir du tout. Mais c'est pas le même personnage. Je vous le dis, c'est un autre personnage. C'est assez, c'est très différent, mais en même temps, ça fait un ensemble. Donc comme ça, vous aurez les deux versions du personnage. C'est plutôt moi j'aime beaucoup les deux premières Spider-Man noir. Le troisième est sympathique, mais ça a plus à voir. C'est un produit qui a été commandé pour la version du film Spider-Verse. Il a le même design et en plus c'est connexe de l'intrigue générale des différents événements Spider-Verse de Dan Slott, puisqu'on te parle encore une fois de la toile de la vie, le multivers arachnéen, ce qui n'a toujours pas le moindre sens, mais c'est pas grave, puisque les premières séries sont déjà suffisamment bonnes pour mériter un achat. Ouais, je trouve aussi, sachant qu'il avait réédité le diptyque en deluxe, qui est vraiment chouette, quoi. Donc, mais moi, je serais bien pour qu'ils relancent un peu cette ligne noire qu'ils avaient fait à l'époque. Tu te souviens, il y avait eu Punisher, Daredevil, Deadpool, Iron Man. Pas Wolverine, Luke Cage. Iron Man, oui. Iron Man, c'était Iron Man Pulp. Noir. Je crois que c'était Scott Snyder. Non, c'était Deadpool Pulp et Iron Man Noir. C'était Scott Snyder qui avait fait cette série-là. Et c'était pas mal du tout. À l'époque, on se disait, ouais, Scott Snyder, potentiel et tout. Non, mais la ligne noire, dans l'ensemble, je trouve que c'était une bonne expérimentation. Effectivement, ce serait pas forcément un mal de s'y retenter. Mais en même temps, ils relancent Marvel. Enfin, ils refont un titre Marvel Knights de temps en temps. Donc, avec un Black Panther blanc. Exactement. Voilà. Comme ça, tu mecs qui font, ouais, mais si depuis le début, le Black Panther, il était blanc, tu verrais qu'il râlerait, hein, les noirs aussi. Et là, du coup, voilà. Priest, il a dit, OK, hold my beer. C'est ça. Et du coup, ça fait un shitstorm incroyable sur les réseaux, mais. Ouais, sur Internet, j'avoue que j'ai vu pas mal de, je crois pas avoir vu j'ai vu des médias de merde, genre Journal du Geek ou, ce truc-là qui ont fait, le nouveau Black Panther a été révélé et ça va ne pas faire plaisir. Enfin, tu vois, et ça fait polémique. Et moi, j'ai vu des fans qui ont retweeté l'info, mais sans savoir que Christopher Priest, qui était Priest, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est quand tu sais pas qui est Christopher Priest, tu te doutes. Enfin, bref, c'est pas grave. Mais donc voilà, très bonne série. Au demeurant, effectivement. Et donc, dans le dernier tome des one-shots, là, ça m'a un peu surpris, c'est House of X Powers of 10 qui a été annoncé, donc avec Jonathan Hickman, Pepe Larraz et Herbert Silva. C'est le diptyque qui a lancé la grande ère Krakoa des X-Men, et ça m'étonne juste parce que c'est peut-être un récit complet en tant que tel, mais c'est quand même l'introduction la saga de Krakoa qui a duré pendant 5 ans après. C'est un récit complet autant que Dune tome 1 est d'un récit complet, quoi. Si tu ne lis pas la suite, ça... Surtout de Powers of X, parce que ça a pas, hors contexte, je sais pas du tout. À mon sens, c'est une bonne analogie parce que, mais après, Dune, techniquement, c'est un très bon récit que tu peux aussi lire sans la suite, quoi. Après, sans le Messie, c'est compliqué. Quand même, t'as le Messie, t'as une sorte de payoff, mais après, t'es pas obligé d'aller lire Les Enfants de Dune, par exemple, tu vois. Non, mais il faut savoir quand s'arrêter. Mais je veux dire que, aussi premier, c'est le début d'une saga, quand même assez ample. Et encore, tu pourrais dire, après, peut-être qu'ils feront une autre série. Mais il faut quand même toutes les séries, pas toutes les séries, mais il faut au moins une Kenny X-Men et il faut toutes les séries en fait. Non, mais disons que c'est sûr que ça permet en tout cas de tester à moindre coût, puisque sinon en fait t'as le Deluxe aussi qui est sorti, qui est très copieux, qui doit être à 32-35 €. Donc là effectivement tu l'auras pour 10 balles, j'imagine. Donc
c'est toujours pour te dire bon bah je veux tester et si vraiment ça vous fait kiffer. Après je sais que Panini a édité une sorte de guide de lecture aussi pour les parce que toute la saga Krakoa c'est une centaine d'albums en softcover donc c'est beaucoup pas seulement en termes de thunes mais même en termes de temps que ça prend, mais alors que tout n'était pas forcément indispensable et ils ont édité vraiment les séries les plus importantes dans leur collection Marvel Deluxe. Donc ils sont en train de faire un guide de lecture en visuel pour dire vraiment bah voilà c'est comme ça que l'ère Krakoa peut être abordée. Mais dans tous les cas si vous voulez vous lancer dans Krakoa, oui c'est un investissement de temps en tout cas et d'argent. Et je sais pas si toutes les bibliothèques seront affairées enfin prêtes pour avoir tous les bouquins, mais en tout cas c'est vrai que House of X, Powers of Ten, c'était cool. C'était vraiment super cool. C'était très intriguant. C'était très ambitieux. Ça redéfinit. C'était beau aussi, ouais, effectivement. Ça rebattait vraiment complètement les cartes sur pas mal de choses qu'on pensait savoir des X-Men et sur la façon dont on les conçoit. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Pour celles et ceux qui voudraient le découvrir dans ce format. Et donc il y a aussi dans les séries parce que on vous l'a dit, il y a Ultimate Spider-Man qui va se terminer au bout de son 11e tome. T'as le Spider-Man de Straczynski, ce sera en 7 tomes, il va aussi mine de rien puisque les vagues s'enchaînent arriver au bout de course, et donc ils se sont dit on va prendre un autre volume qui va nous occuper pendant pas mal de temps. C'est le Thor de Jason Aaron. Facile. C'est quoi, c'est 7 ans de run? Truc comme ça? Ouais, c'est 7 ans de run, facile, il me semble. Bah ouais, c'était Thor God of Thunder, c'était 2012-2013. Et War of the... Mais en plus, il y avait King Thor à la fin, donc non, c'est même plus que ça. Ça doit être 2020, ouais. Et donc du coup, c'est Thor God of Thunder, Mighty Thor, Unworthy Thor... j'en oublie, je crois, une ou deux. T'as eu God of Thunder, puis t'avais eu Thor 2014. Alors, j'ai fait une faute de frappe, j'ai mis 2024, ça n'a aucun sens. Donc, Thor, God of Thunder, Thor de 2014, Thors aussi, Mighty Thor, Unworthy Thor, c'est ça. Thor de 2017 et Thor de 2018. Et King Thor. Et King Thor à la fin, ouais. Et techniquement, t'as War of the Realms. Je sais pas, j'espère. Ah bah si, c'est la fin du run. Ouais, je suis d'accord, mais je sais que dans les omnibus de Thor, God of Thunder et Thor, Déesse du Tonnerre, là, ils avaient pas mis, je crois. Et c'est pour faire un omnibus War of the Realms avec tous les tie-ins. Alors qu'il y avait un omnibus War of the Realms, effectivement. Donc j'espère que là, ils vont vraiment prendre tout de ce côté-là, donc avec aussi un tome qui sera effectivement War of the Realms. Après, si c'est, enfin, la saga principale d'Alja se suffit à elle-même, et si jamais ils vont jusque-là, je peux vous le dire, vous n'êtes pas obligé de lire War of the Realms. Enjambez-le, allez directement lire King Thor, et vous aurez très bien le bordel. Oui, c'est sûr que War of the Realms, c'était pas le plus intéressant de ce passage, mais bon, ouais, effectivement. Tu l'as dit avec tes mots, mais c'est mon c'est ma façon d'euphémiser les choses, quoi. Mais par contre, ouais, bah toute la partie Déesse du Tonnerre avec Russell Dotterman au dessin, c'est tellement. Mais tout, enfin God of Thunder, c'est. Non, mais God of Thunder, oui, bien sûr, mais j'ai quand même. Unworthy Thor était un peu moins bien. C'est la partie où il a pu le Mjolnir. Ouais. Mais toute la saga est merveilleuse, et c'est vraiment l'un des plus grands. Tu sais, quand on a fait le podcast d'Ardeville avec Sigrist et Fadiga, on s'était dit que combien de personnages peuvent revendiquer une telle continuité de chef-d'œuvre comme Daredevil. Thor, quand même, entre Straczynski, Simonson, Kirby, maintenant Jason Aaron, même Donny Cates, ça fait du bon boulot. Là, il y a Alewing, c'est un très bon personnage, justement, et cette série-là va rester, à mon avis, comme l'un des meilleurs volumes. Enfin, sans plusieurs volumes, mais l'un des meilleurs runs, en tout cas. Ouais, en tout cas, c'est prévu aussi pour se lancer d'ici l'automne prochain, donc c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Dans l'ensemble, il y a pas de titre à jeter en tant que tel, là. Non. Tu vois. Très bien. Donc on peut aussi passer à tiens, je voulais te laisser la parole là-dessus. Ils ont quelques éditions prestige un petit peu qui arrivent avec Cold Day in Hell, donc il y aura droit à 2 éditions, une standard et une un peu prestige, mais aussi le Hulk gris de Jeff Lubb, pardon, et Tim Sale. J'ai bugué. C'est pas grave. Voilà. Donc, est-ce que tu veux juste un petit peu nous dire, toi qui as lu Cold Day in Hell, parce qu'il y a que 2 numéros de sortie à l'heure actuelle en VO, et c'est une sorte de Old Man Daredevil. C'est littéralement ça, puisqu'ils ont ramené Steve McNiven en plus, donc qui avait fait Old Man Logan avec Mark Millar, c'est pour ça que je le précise. Donc oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est un monde post-apocalyptique, oui, mais pas Mad Max, c'est-à-dire que c'est dans un monde grosso modo où on nous explique qu'il y a eu une guerre civile ou guerre générale entre guillemets entre deux nations, c'est pas très clair au début, et que les États-Unis sont scarifiés. La ville de New York, voilà, c'est un grand bordel, c'est un grand ghetto. Il y a des guerres de gangs. Il y a plus de super-héros non plus, ça c'est acté très vite. Et Daredevil, en vieillissant, a perdu ses pouvoirs.
au début de la série, il va visiter la Tessway, il va visiter la tombe de Kingpin. Donc on comprend que Kingpin ne veut même pas être de la partie. Lui, c'est devenu alors un curé, mais grosso modo, il tient une mission locale pour distribuer de la soupe populaire aux pauvres. Et à la suite d'une explosion provoquée par une bande d'anarchisto-terroristes, on sait pas très bien, il y a un composé radioactif qui se répand dans l'atmosphère autour de Matt Murdock et il récupère ses pouvoirs pour une durée très 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 limitée. Projet assez intéressant qui va très vite. C'est vraiment tous les reproches qu'on pouvait faire au Black Label avec, vous savez, les mini-séries de 3 numéros étendus dans la gestion du rythme. En fait, là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est 3 numéros, donc ça va beaucoup trop vite. C'est pas chapitré comme pourrait l'être Aquaman Andromeda. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Charles Soule n'est pas le meilleur scénariste de Daredevil, loin de là, pareil, on en avait parlé, écouté le podcast thématique, où d'ailleurs Sigris m'avait gentiment enjambé Charles Soule pour aller directement sur Chip Zdarsky. Là, il revient parce que je pense que simplement personne n'était disponible pour produire un comics suffisant, capable d'accompagner la série Born Again, puisque Bendis il est fini, Bendis. Enfin, il est plus là, je veux dire. Brubaker, si vous dites le nom de Marvel dans la pièce à côté de lui, il vomit. Frank Miller, il coûte $50 000 par planche, donc c'est pas la peine d'y penser. Et Ann Nocenti, personne n'avait envie de rappeler Ann Nocenti, bizarrement, alors qu'elle est, elle, disponible et encore en vie et qu'elle a pas de casserole au cul. Donc du coup, ils ont pris Charles Soule, mais surtout, ils ont pris Steve McNiven. Et McNiven, en fait, en profite pour se faire plaisir et dire c'est quoi Daredevil, c'est Frank Miller. Donc je vais rendre hommage au découpage de Frank Miller, à l'ancrage de Frank Miller, à la tonalité de Frank Miller. Et en fait, ils ont écrit l'histoire à deux. Et ça se voit, parce que ça ne ressemble pas à du Charles Soule. Il y a vraiment des hommages très, 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 très nets au dessin de Miller, particulièrement sur Elektra, dans le numéro 2. C'est très désespéré, c'est très violent, c'est des vieux qui se cognent sur la gueule. Très clairement, c'est ce qu'on aime bien dans le côté, les vieux sont devenus plus cruels et plus bestiaux une fois atteint l'âge crépusculaire. Comme dans Spider-Man l'Empire, un peu. Il y a vraiment carrément cette ambiance-là, mais le 1, pas le 2. Oui. Donc franchement, ouais, très bonne surprise. Je m'y attendais pas. Parce que moi, encore une fois, Charles Soule, j'ai pas du tout aimé son volume, mais je condamne pas le reste de sa bibliographie. Hein. Enfin, récemment, si, en fait, parce qu'il s'avérait que c'est pas un très bon scénariste en vérité. Mais toi, t'as pas aimé 8 Billion Genies, hein? Si, je crois que j'avais même plus aimé que toi, il me semble. C'est moi qui ai pas trop aimé. Ouais, mais par contre, j'ai pas compris l'engouement ce qu'il fait avec The Payback, là où j'étais l'espèce de The Shrouded College, son univers avec les gens qui ont des pièces des enfers là. Ouais. Ça, c'est éclaté. Moi, j'ai pas lu ça. Par exemple, Undiscovered Country avec Snyder. Éclaté. Ouais, mais ça, c'est de la faute de Snyder, peut-être. Oh, je sais pas. À mon avis, ils se sont bien trouvés tous les deux. Le côté, on pensait que ce serait des grands scénaristes. En fait, je trouve que c'est un peu des fraudes. Ils ont dû se dire, ah, toi aussi, t'es pas si bon que ça, en fait. Et tout le monde t'a porté un peu au nu pour rien. Bref, non, mais je suis méchant en plus parce que, oui, c'est un petit peu méchant. En l'occurrence, c'est un très bon produit et, je peux arrêter de dire du mal des auteurs que je voudrais, quand même, que j'ai pas encore mis sur ma liste de gens à interviewer. Enfin, la série She-Hulk de Charles Soule était vraiment excellente pour le coup avec Javier Pulido. Entre autres, il y a beaucoup de dessinateurs. Et il a souvent fait d'autres trucs très bien, qui me viennent pas en tête tout de suite. Et donc, Hulk gris. Tu veux que je résume Hulk gris? Bah, Hulk gris, c'est l'histoire d'amour entre Hulk et Betty Ross, tout le côté un peu bestial et loup-garou de Bruce Banner. Voilà, c'est un des chefs-d'œuvre de la tétralogie des Colors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est réédité en format prestige, effectivement. Donc, ce qu'ils appellent maintenant, désormais, les éditions définitives, ce qui signifie que c'est l'édition pour enterrer toutes les éditions, mais évidemment, plus tard, vous aurez une autre édition quand même, parce que c'est pas rigolo sinon. Oui, bah, ça arrivera forcément en poche d'ici 2 ans. Et en fait, ils avaient déjà fait ça pour les autres titres de Loeb et Sale, dont Daredevil Yellow. Vous avez pu la croiser, je pense, en librairie pour voir un peu. C'est plus grand. Il y a une espèce d'effet cuir un peu sur la cover. Ouais, c'est une couverture en simili-cuir avec embossage. Le papier est un peu plus épais que le grammage moyen des papiers Panini. Ce qui est agréable pour les couleurs de Team Sale qui sont quand même très particulières. Non, les éditions sont très très belles, hein. Et justement, bah, le fait qu'il y ait Spider-Man bleu et Daredevil yellow jaune qui étaient publiés, ça n'appelait qu'à avoir la suite. Donc maintenant qu'on a eu le gris qui refonctionne, de toute façon, c'est à chaque fois cette volonté d'explorer aussi, bah, ces super-héros par peut-être leur relation amoureuse la plus iconique. À chaque fois, Daredevil avec Karen Page. Captain America, mais ouais, c'est ce que j'allais dire, mais parce que ces 3-là ont été faits à la suite, alors que Captain America White, ça a été beaucoup plus tard. Il y a toujours ce côté aussi un peu faussement origin story, parce que eux, ils présentaient Daredevil Yellow comme l'origine définitive de Daredevil, ce qui est pas du tout le cas dans le canon. Mais enfin bref, c'est des chefs-d'œuvre, et c'est Team Sale surtout qui profite un peu d'une sorte d'effet de regain pas de regain de popularité, parce que Team Sale n'a jamais pas été populaire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, moi, je suis passé au kiosque récemment,
Au comic shop. Dans le rayon kiosque. Et C'est toujours pas, hein. Les kiosques n'existent pas. C'est une forme de truc que tu vois. C'est comme ketchup, c'est pas vraiment du ketchup, c'est de la sauce tomate sucrée. Non, mais bon, bref. Donc j'ai été voir les kiosques VO et tu vois qu'avec la série Batman The Long Halloween, The Last Halloween et aussi avec d'autres covers qu'ils ont fait, il y a eu des rééditions aussi de numéro 1 de Loeb et Sale comme Long Halloween pour des annives ou je sais pas quoi. Et c'est un peu comme quand Darwin Cook justement nous avait quittés et qu'il y avait une grosse période où vous avez un peu travaillé sur le sujet de la mémoire et réédité beaucoup de ses projets et en VO et en VF. Là voilà, on arrive à la période où on est en train de se dire bah voilà, il est plus là, c'est fini. Par contre Jeff Loeb il est encore là, il vend des packsifs de numéros chez DC. Donc voilà, tant mieux. Non, moi je compte pas la prendre, j'avoue, mais tu comptes pas. Tu voudras pas avoir les t'as les deux déjà là de non, Blue et Yellow. Non, moi j'ai les versions petit prix. D'accord. Avec les covers minimalistes. Ouais. Et encore une fois, comme tu dis, moi je suis pas du genre à racheter toujours le même tome dès qu'il y a un nouveau gimmick éditorial. Non, si mais là, disons qu'une une fois que ces éditions seront là, effectivement, c'est définitif parce que les gens qui l'apprendront n'en prendront plus d'autres après, quoi. Clairement, elles sont vraiment très jolies. Alors, elles sont chères aussi, hein, c'est 40 balles, donc faut savoir où mettre son argent. Mais après, pour le coup, notamment pour les trois là, c'est sûr que c'est un bon investissement pour White. Peut-être un peu moins parce que le récit est moins apprécié de façon générale, mais au moins il y a plus trop de doute sur le fait que la tétralogie Colors par Loeb et Sale sera faite dans ce format. Voilà, c'est plutôt sympa pour ça et ceux qui aiment un peu les bouquins un peu chiadés, quoi. Et donc dans les dernières annonces qu'ils nous ont fait, ils ont lancé quelques projets un peu spéciaux comme le Merry X-Men, enfin une sorte de, un peu comic book de l'avant, le livre de Fatalis et une édition Grimoire de Strange Academy. Bah, l'édition Grimoire, il faudra attendre de l'avoir entre les mains pour voir si ça vaut son prix. C'est 36 balles pour une série qui était bouclée en 2 tomes, dans mon souvenir. C'est ça, donc, et alors, avec tout le respect que j'ai pour Scotty Young et Humberto Ramos, je crois qu'elle était sympa. Bah, elle était cool. Mais pareil, j'ai l'impression que t'aimes pas Ramos, toi. Alors, je n'aime pas trop Ramos, effectivement, mais j'ai juste l'impression que par rapport à sa qualité réelle, elle a été, beaucoup plus appréciée par le public français que ce qu'elle vaut vraiment. Mais qu'est-ce que je crois. Vous avez vu comme il est négatif? Prends exemple sur moi. Moi, je trouve ça super bien. Moi, négatif? Demande à mes potes si je suis négatif et tu vas voir. Rien qu'hier, j'ai été positif de fou, alors chut. Non, moi, j'ai bien aimé cette série, mais je paierais pas 36 balles pour la relire avec encore une fois ce qui me paraît être un gimmick éditorial pour les fans d'Harry Potter qui continuent à nous péter les couilles en 2025. Je n'ai rien contre les fans d'Harry Potter. En revanche, bon, bref, peu importe. Mais j'avoue que moi, c'est plus le côté, c'est de la jeunesse, donc on fait Grimoire parce que c'est une école de magie, donc on peut justifier un peu le côté on capitalise sur ce marché, tu sais, des gamins qui disent de la Young Romance avec des belles éditions bien cartonnées et tout. Oui, puis même dans le manga, t'as l'Atelier des Sorciers qui a une super jolie réédition collector avec aussi des petits effets, mais après... C'est pour ça que je parle d'Harry Potter, c'est pas juste que je n'aime pas Harry Potter, c'est que vraiment ce marché un peu de la capitalisation sur le côté sorcier, le côté c'est l'automne, c'est stylé, on boit du thé, t'aimes pas les witch, on aime bien Hilda et compagnie. Voilà, c'est ça, et on prend... je m'arrêtais là, avec du kombucha. Mais non, moi c'est plus, la série je l'aime bien, mais je supporterais très bien d'avoir 200% chez moi. Pas besoin de... Mais bon, c'est bien aussi qu'ils sortent les doigts. Celles et ceux qui kiffent, quoi. C'est bien aussi qu'ils sortent les doigts pour essayer d'habiller un peu les rayons. Je veux dire, c'est aussi comme ça que tu ramènes des paires d'yeux curieuses vers le... Et d'ailleurs, ça se trouve, ça pourrait attirer effectivement des gens qui sont dans une autre vibe et tout, de se dire, ah tiens, ouais, effectivement, sorcellerie, c'est aussi le cadeau de Noël facile. Oui, pour la fin d'année, bien sûr. Ouais. Et Merry X-Men, bon là, ça n'a absolument aucun intérêt pour le coup. C'est des histoires d'une page, façon effectivement calendrier de l'Avent, parce que c'est écrit en haut des planches. Quel jour du mois vous êtes, le truc. Bah, c'est un calendrier, c'est un comics de l'Avent. C'est 12 balles pour, combien? 64 pages? Ouais. Parce que, en plus, il me paraît bizarre parce que je pense pas que le numéro VO avait 64 pages parce que mécaniquement, il n'y a pas 64 jours du calendrier. Et il sort même pas à Noël puisqu'il sort, octobre. Bah oui, mais un calendrier de l'Avent, ça s'offre avant Noël. Mais tu l'offres en novembre, parce que tu le faire en novembre, tu vois. Bah après en fonction des offices et tout ça, mieux vaut l'avoir. Tu sais, maintenant les fêtes de Noël, ça se prépare à partir de septembre hein, maintenant en vrai. Donc, ah ouais. Putain, moi j'achète mes cadeaux toujours 4 jours avant comme. Bah oui, non, mais Pâques, tu vois les chocolats en février, Bah t'es un mal. J'étais des chocolats en février. Pourquoi? De Pâques, ouais, bah, je te jure. Pâques, pardon, j'ai pas entendu.
Bah après, je sais pas, moi Noël, à titre personnel, je suis pas parent, donc Les offices, mais toutes les offices de l'édition pour les grosses sorties de l'année, c'est septembre-octobre en fait en vrai. Puis à part parce que faut le temps aussi que ça prenne, que tu vois qu'il y ait de la mise en place, faut que les libraires soutenus et tout ça. Tu les sors pas en novembre, ça c'est parce qu'il y a aussi plein de gens qui s'y prennent en avance et donc voilà, faut. Ouais, ok. Bah en l'occurrence, moi, voilà, je vous dis, à moins que vous ayez vraiment des enfants que vous avez envie de régaler et qui sont pas très difficiles. Ce truc-là a pas un intérêt oui, non, colossal, après c'est 12 pour le coup, c'est 12 euros, je pense que bon voilà. Tu oui, tu te fais un comics de là plutôt que moi, bah oui, mais voilà, mais il y a plutôt que demander des chocolats industriels pas bons ou de détruire la planète avec les calendriers de l'avant Lego là avec plein de plastique. Bon bah tu détruis un peu moins la planète avec un comics. Tu veux qu'on compte les Lego qui sont dans ta pièce là? Alors parce que là monsieur donneur de leçons là. Non, mais pour les calendriers de l'avant parce que ça ne se garde pas. Non, j'ai jamais acheté calendrier de l'avant. Là c'est des bah moi j'hésite, mais en fait à chaque fois je me dis bah non parce qu'après tu t'en fais quoi. Ces petits trucs. Effectivement, j'ai déjà assez de plastique. Océane, elle a des calendriers de l'avant avec des sachets de thé. Oui, ils font ça, mais ils font ça avec de la bière, avec du saucisson, avec de la bière. Ouais. Un calendrier de l'avant avec des canettes de bière. Avec des petites bouteilles, ouais, avec des bouteilles, ouais. Bon, alors c'est un gros pack du coup. Mais ouais. Et tu l'ouvres comme ça, et ouais, bien sûr. Donc tous les matins, les mecs boivent leur bière. Non, bah tous les soirs plutôt, j'espère. Je sais, j'avoue, ça fait un Chérie, celui du 13 était incroyable. Ah, surtout si tu te trouves avec une vieille sour, tu sais, tu des shots là, au secours. Non, ouais. Bref, donc voilà. Et le livre de Fatalis mini-série autobiographique par Edward Baker sur les origines de Fatalis, qui raconte lui-même sa propre vie depuis que c'était un gamin à Latverie, qui a grandi au milieu des gitans. Et puis après, il a été faire une fac pour dire que c'est un génie. Et puis il revient, il conquiert le pays. Enfin voilà, non mais il y a vraiment des gitans. Je sais pas, une vanne de ma part. Oui, mais là j'ai Kenji Gira qui s'est lancé dans ma tête. J'ai des automatismes terribles. C'est très sympathique, c'est pas très beau, mais c'est Doom. Pareil, encore une fois, revient sur le devant de la scène. Le film approche cette année où les événements Marvel sont articulés autour de lui. C'est le bon moment pour sortir ça, sachant que ça n'a jamais été édité en album jusqu'ici. Dixit, Panini, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Donc oui, foncez. Hein, arrêtez d'hésiter là, foncez. Faut y aller dans la vie un peu. Très bien, Corentin. Je sais pas. Oui, c'était une belle façon de finir. Je sais pas pourquoi ils ont terminé les big news là-dessus d'ailleurs. Ah parce que parce qu'à chaque fois ils terminent en fait en faisant les projets un peu à part avec des éditions spéciales, des trucs comme ça. Parce que c'est pas des parce qu'il fait des spéciales omnibus, des spéciales Marvel Deluxe, les annonces 100%. En fait, c'est pas vraiment par leur format de collection, tout simplement. Les titres les plus importants pour les formats de collection, les poches du coup. Et après t'as aussi une séparation un peu plus thématique avec d'un côté Star Wars et d'un côté ce qui est indé et licence hors Marvel. Et généralement ils terminent avec tous les trucs qui rentreraient pas dans les autres catégories. C'est pour ça que mais là c'est une mini-série. Pardon, c'est une mini-série en 6 plutôt classique, quoi. Ouais, mais elle va être, non, elle va avoir un format un peu spécial, j'ai l'impression. Ah ouais. C'est pour ça. Okay. Ouais. On verra en librairie à ce moment-là. Je voulais passer du côté de Urban Comics qui a aussi qui a fait une annonce surprenante puisque on va avoir une nouvelle collection à petit prix. Quoi, les Urban Nomades? Non, souvenez-vous, avant les Urban Nomades, il y avait les fameuses collections été de Urban. Donc on avait eu du Batman souvent, on avait eu du Batman aussi de temps en temps. Il y avait du Batman. Quelquefois il y avait du Batman aussi un petit peu. Non, tu confonds. Ah tu pardon, avec l'année où ils ont fait du Batman. Oui, il y avait une fois ils s'étaient sortis les doigts, ils avaient fait du Batman. Après il est dur parce qu'en vrai il y a eu aussi du Catwoman. Il y a eu du Gotham City Sirens. Du Joker. Il y a eu du Joker. Voilà. Il y a pas eu un peu de Suicide Squad aussi d'ailleurs. Si, il y avait eu le Suicide Squad de Jim Lee là, de Rob Williams et Jim Lee. C'était vachement bien. Ça les gars, si ça, vous pouvez tomber dessus sur le bon coin, mais foncez. Effectivement, même à 2 balles, je le prends pas. Non, mais on plaisante. Mais donc il y avait ces collections. Été, il y avait le printemps des comics de Panini, puis il y avait l'opération été de Urban, donc des comics à 4,90. Eh bien, ça revient, mais ça revient de façon un peu particulière puisqu'en fait, déjà c'est complètement axé sur Superman, avec donc 10 albums, 10, oui, 1, 2, 3, 4, 5, oui, non, si, 10. Mais je sais pas, mec. Oui, tout à fait, 10 albums. Donc, axé sur Superman. Et par contre, ce sera pas dans toutes les librairies, ce sera pour la Fnac. Alors, pourquoi il n'y a pas les librairies indépendantes? Oh là là, Urban essaie de tuer les librairies indépendantes. Non, en fait, c'est la Fnac qui a demandé, tout simplement, à faire cette opération. Puisqu'ils se sont dit, effectivement, ils ont eu peut-être l'intelligence de dire, c'est marrant, il y a un film qui sort sur un héros de comics. Nous, on a un rayon où, bon, bah, même si on vend moins de comics, peut-être qu'on pourrait essayer d'en revendre. Ça pourrait générer un intérêt du grand public. Lançant une opération. Donc moi je trouve ça plutôt cool sur le principe, je vais venir sur le détail de la collection après, mais juste sur le principe, je trouve ça plutôt
encourageant. C'est comme Panini avec Cultura, quoi. Carrefour, du coup. Ouais, Carrefour, pardon. C'est un peu ça, effectivement. Bah, sauf que Carrefour, maintenant, c'est devenu un peu systématique. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont, en plus, parfois, les collections n'ont pas forcément de rapport avec une quelconque actualité non plus. C'est vrai, c'est trop bien, un directeur de collection. Ils essayent, mais quand c'était les grandes guerres ou les grands duos, je sais plus quoi, là. Il y avait les duos, il y avait les team-up. Ouais. Donc là, tu vois, il y avait pas forcément d'agenda cinématographique derrière, mais bon, c'est pas grave, hein. En tout cas, moi, je suis plutôt content, sur le principe de voir, qu'une grande enseigne, une GSS s'intéresse aux comics en tant que tel. Du coup, c'est les petits machins. C'est comme les nomades. Non, c'est un peu plus grand. C'est les je sais pas, c'est comme les souples à l'ancienne ce sera exactement la collection de l'opération été d'avant, quoi. Très bien. Donc, effectivement, je crois qu'ils sont peut-être un peu plus petits, mais surtout, ils sont en souple. La fabrication, elle est scalée, c'est-à-dire pas incroyable. Et surtout, il y a marqué récit complet 4,90 sur la couverture aussi pour, quand même. Ouais, c'est pas grave, quand même. Et il y aura une frise sur le dos. Oh non. Si, elle est sympa, mais elle est sympa. Non, arrêtez. Si, le visuel est sympa, regarde, tu vois, on dirait, je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est du Jorge Jiménez ou un truc comme ça, mais tu vois, Clark Kent qui court et comme ça, qui ouvre sa chemise. C'est pas du Quietly, ça? Et qui s'envole en Superman. J'arrive pas à déterminer. Quietly? Non, c'est pas Quietly. Oui, c'est soit du Jiménez. Ça doit être du Jiménez. Comme on est connaissant Urban, ça doit être du Jiménez. Mais non, pour le coup, le visuel est plutôt sympa, je trouve. Mais après, voilà, ça ne s'adresse qu'à ceux qui n'auraient pas lu certains de ces récits à ce prix-là, oui, c'est pour attirer un public plus généraliste. Ouais, c'est ça. J'ose l'espérer. Bah, bien sûr. Donc, on aura Superman, président, Lex Luthor, Corentin. On va faire tous les titres, ça va être très long. Président Lex Luthor, c'est l'époque où Lex Luthor se fait élire président des États-Unis. Voilà, c'est dingo. 2004, je crois, principalement du Jeff Loeb. Mais c'est pas une mini-série. 2001-2002. Ah, bah voilà. Bah oui, c'est parce qu'à l'époque où Bush était président. Enfin, où était élu président. C'est beaucoup de Jeff Loeb au scénario, mais c'est pas une série. C'est en fait plusieurs numéros éparpillés dans les différentes séries qui étaient à l'époque en cours de publication. Donc, Superman, Action Comics et Man of Steel principalement. Et peut-être du Adventures of Superman aussi. Ouais. Voilà. C'est sympathique. C'est l'époque où les scénaristes de comics américains, démocrates, s'inquiétaient de voir les républicains revenir au pouvoir à l'aune de ce qui s'est passé d'ailleurs en vérité, le complexe militaire industriel, la corruption, la guerre en Irak, l'Afghanistan, enfin tout les années 2000 quoi. Et après les gens ont revoté ensuite beaucoup plus tard républicains 2 fois pour Trump parce que sinon ça c'est pas assez. Genre un mauvais souvenir c'est pas assez. Il en faut quand même plusieurs dans une vie. Et du coup voilà, c'est aussi pour ça, c'est que thématiquement c'est intéressant de le publier maintenant. Au-delà du fait que ça a 25 balais et que... Je suis même pas sûr que ce soit motivé par le contexte actuel. Disons qu'aujourd'hui, président Lex Luthor, parce que compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, tu peux te dire que c'est rigolo. C'est plutôt parce que t'auras Lex Luthor dans le film et que... alors, il sera pas président dans ce film, hein, il est président de sa propre entreprise, mais pas des États-Unis, et qu'ils se disent juste, bon, bah voilà, faut un bouquin sur Lex Luthor. Ça va même plus loin que ça, Arnaud, parce que là, en fait, il y a plein d'albums qui sont connexes les uns des autres. C'est beaucoup de périodes années 2000 à 2000 beaucoup de Jeff Loeb, d'ailleurs. Beaucoup de Jeff Loeb, ouais. Parce que après, je crois que t'as... alors attends. Parce qu'à la fin de la liste, t'as Public Enemy, qui en fait est quasiment la suite de Président Luthor. Parce que c'est directement dès qu'il arrive au pouvoir et qu'il déclare les super-héros illégaux. Les super-héros illégaux, et particulièrement Superman, qui l'accuse de crimes contre l'humanité. Et après, t'as le Supergirl avec Michael Turner. Ouais. Michael Turner, qui est la suite directe du volume World's Finest de l'époque. Donc c'est très cohérent au niveau temporalité. Ouais, donc ça fait 3 bouquins en tout cas qui se tiennent ensemble, donc quelque part c'est plutôt sympathique. Après bon il y a Kingdom Come. Oui, ça a rien à voir. Et évidence, non mais pareil on rigolait avec Panini et ses titres réédités. Kingdom Come pardon, là aussi a été réédité maintes fois, même en Urban Nomad auparavant. Donc on va pas envie de représenter le chef-d'œuvre de Mark Waid et Alex Ross, ça se passe dans le futur. La nouvelle génération de super-héros n'en a rien à foutre des règles et tout ça. T'as dit que tu voulais pas le présenter. Oui, mais je le fais. T'es en train de le présenter. Exactement. Il y aura un documentaire cette année, hein, rappelez-vous. Oui, faut que je te le prête. J'ai un Blu-ray. T'as le lien? Non, j'ai un Blu-ray. T'as le Blu-ray, cool. J'ai le Blu-ray, ouais. Vas-y. Qui est vraiment plutôt cool comme documentaire, vraiment sympa, où tu vois notamment tous les gens qui l'utilisaient comme modèle, tu sais, parce qu'il utilise beaucoup de il y a le pote qui joue Shazam en fait, qui est le Shazam de la BD, qui témoigne et tout ça. Cool. Tu vois son papa qui faisait je sais plus comment il s'appelle, le personnage du vieillard là, tu sais, dans Kingdom Come.
qui est témoin en fait de tous tout. des vieillards donc ils comme... Non mais celui qui a pas de super pouvoir qui est justement pris comme témoin. Ouais. Bah c'est lui, c'était le papa en fait d'Alex Ross et tout ça. Donc voilà, le documentaire est vraiment super cool et donc la BD elle est excellente. Si vous ne l'avez pas lu, il y a Superman le Diable Neza de Mark Waid, Dan Morat, donc là qui est tiré du volume le plus récent de Batman Superman World's Finest. Qui est un titre assez accessible parce que techniquement il se déroule dans le passé en fait de l'univers d'ici, donc on n'a pas besoin de raccrocher les wagons avec tout ce qui est DC Infinite, DC Absolute, DC All In, gna gna. Donc et qui est vraiment présente sous un jour très lumineux en fait ces personnages. Il y a vraiment un côté aussi d'univers DC très vivant, donc et c'est Dan Mora au dessin. C'est pas celui où le pingouin est vraiment un pingouin? Non, je confonds. C'est Mark Waid, là, donc, que tu décris. Ouais, Mark Waid, Dan Mora. J'ai pas dû lire ce truc. J'aurais pas souvenir, non, ça me dit rien du tout. Okay. Puis là, il affronte plutôt, le Diable Neza, justement, une sorte de personnalité plus démoniaque. Tu m'as perdu avec ton pingouin. Je suis désolé. Non, t'inquiète. Donc ça, c'est plutôt récent. On a Geoff Johns, Gary Frank sur Superman Brainiac, là aussi. Oui, plutôt classique. Et à mon avis, qui sert de cheval de Troie parce qu'ils vont rééditer tout Geoff Johns de Superman en DC Paperback. Tout à fait. Donc voilà, c'est aussi un peu pour faire la promotion de ça. Ça, c'est l'antichambre de New Krypton quand Brainiac revient et on redconne le fait que les Brainiacs d'avant étaient pas les vrais Brainiacs et que c'est des clones de Brainiac. Et je vais pas spoiler, mais il y a des morts. Voilà. Ok. Il y a le Superman Son of Kal-El de Tom Taylor et John Timms qui va en duo avec le Superman Renaissance de Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, qui là s'intéresse vraiment plutôt à John Kent, le fils de Superman, puisque donc dans Superman Renaissance, c'était les débuts de cette série incroyable avec Superman dans le rôle de papa et John Kent qui apprend à maîtriser ses pouvoirs, à devenir un vrai petit Superboy. L'une des meilleures séries Superman depuis les New 52. Ouais, effectivement, c'était le seul truc qui est relou, c'est que vu qu'elle a été reprise après par Bendis, c'est que Bendis a fait vieillir John Kent. En fait, t'as pas une sorte de volume entier, tu vois, qui ne me rappelle pas ce détail. C'est ça, mais c'était vraiment génial. C'était vraiment la caractérisation des relations père-fils par Peter J. Tomasi et Patrick Gleason, c'est vraiment trop cool. Et donc justement, pour suivre un John Kent maintenant adolescent qui devient protecteur de Metropolis quand son père part dans l'espace secourir Warlord, il y a le Superman Son of Kal-El qui montre aussi comment on peut être un autre Superman en portant ces mêmes valeurs tout en étant vraiment très différent, à la fois dans les convictions, puisque il a les convictions de sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il s'inquiète du déni de démocratie dans les quoi. Ouais, je te jure. Déni de démocratie. Ouais, je te jure de l'inaction climatique. Ouais, je te jure. L'inaction climatique. Il a aussi le fait que John Kent aime autant les filles que les garçons, donc il y a sa bisexualité qui est explorée. Donc voilà, un truc vraiment très 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 cool de Tom Taylor et John Timms. Et dans les derniers, donc il y a un Superman Aventure avec du Paul Dini, du Scott McCloud et du Mark Millar. Qui est donc oui, du Mark Millar un petit peu, mais un ensemble de petites histoires en fait dérivées de la série animée littéralement même esthétique, même personnage à l'époque où Lex Luthor avait la voix de Sylvester Stallone, de Alain Dorval d'ailleurs, le père de Aurore Berger, rappelez-vous. Et très bonne série au demeurant. Et Scott McCloud qui est l'un des grands théoriciens de exégète de la bande dessinée, absolument génial. C'est une super série. Donc ça c'est cool. Et le plus surprenant, moi ça m'a vraiment surpris, donc je vais le dire encore, j'ai été vraiment surpris de voir Superman Lost de Christopher Priest et Carlo. T'as été vraiment surpris? J'ai fait un. Tu sais qu'il a été réédité en nomade aussi, hein? Non. Je crois. Non. Il me semble que je l'ai vu récemment. Non. C'est sûr? J'ai vu une édition récente de ce projet, ce week-end, quand j'ai été faire ma pêche aux comics et que j'ai acheté le magnifique Absolute Batman noir et blanc, qui est incroyablement beau. J'avoue, j'aime beaucoup les couleurs d'Absolute Batman. T'as yanklisé? J'ai yanklisé de fou. Pour la grosse édition à 30 balles, là. Ouais. Non, mais en fait, on avait ce débat avec Joffo, qui nous écoute d'ailleurs, coucou Joffo. Moi, je lui ai dit, non, mais les couleurs, franchement, elles déchirent, la série est trop bien et tout. Et en plus, tu m'avais gentiment, offert le Absolute Batman. Et là, j'ai feuilleté. Et tu sais, t'as la splash page, où tu sais, juste il saute façon DKR. Ouais. Et en fait, c'est quasiment pas, on va encore les crayonner sur le plastron et tout. J'étais en mode, non, mais il me la faut. C'est incroyable. Okay. Et du coup, voilà. Et voilà comment on a fait succomber Corentin au jeu des rééditions. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Non, il a pas été réédité en Urban Nomad. Justement, il est à 25€. Là, vous pourrez l'avoir à 4,90. Là, on fait un par 5. On divise par 5 le prix du. Ouais. Moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Le bac je sais que toi, le bac qui est en ligne, on n'est pas d'accord, ou toi, tu l'aimes beaucoup. La fin est extrêmement décevante, mais c'est vraiment une lecture, pareil, qui se préoccupe vachement de ce qui arrive actuellement sur Terre. Le populisme, l'addiction des gens aux réseaux sociaux, l'effondrement climatique, un Superman qui perd pied
par rapport à cette réalité. Il y a un deuxième moitié d'album qui est un peu plus faible avec le cancer de Loïs qui a pas de réel intérêt, et la fin est complètement une lâcheté totale de DC Comics qui a dit à Christopher Priest non, tu pourras pas faire ce que tu as envie de faire, et en plus, s'il te plaît frérot, mettons que tout ça n'est pas arrivé, et il le fait d'une manière qui est complètement incohérente, et temporellement et scénaristiquement et thématiquement. Je me demande un jour s'ils vont même revenir sur l'idée, parce que techniquement ce qui se passe à la fin signifie qu'il y a quand même encore théoriquement spoiler. Non. Si? Oui. Non, spoil pas. Oh, d'accord. Bref, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé au niveau thématique cette histoire, que je trouve très bien narrée et très désespérée. Ceci près qu'elle a une fin qui est éclatée, et je sais très bien que je suis un peu seul sur Terre à la défendre, mais voilà, je suis content du coup. Très bien. C'était assez joli. Oui, c'était plutôt... Non, mais pour le coup, c'est cool parce que là, clairement, ceux qui sont passés à côté, là, on se le prendre vraiment pour très très peu. Donc, j'imagine que c'est une bonne chose quand même. Et que peut-être ça motivera certains à prendre la version normale après, s'ils ont vraiment kiffé. À 5 euros, t'es moins énervé peut-être, du coup, de la fin. Je sais pas, pour moi, une mauvaise histoire, ça reste une mauvaise histoire. Mais c'est pas une mauvaise histoire, c'est une lâcheté de DC Comics. Non, mais je veux dire que c'est un truc qui est raté, tu peux je sais pas, oui, tu peux, oui, mais je l'ai payé pas cher, donc c'est pas grave que ce soit nul. T'as jamais vu, genre, un super film qui a une très mauvaise fin, tu vois? C'est une bonne question. Là, on n'a pas le temps de brainstormer, mais c'est une bonne question. Du côté de la VO, Corentin, 2 petites actualités seulement. Pour l'instant, on imagine que les grosses news arriveront le mois prochain pour la SDCC, ou simplement quand les sollicitations tomberont un peu plus tard dans le mois. Les Street Sharks, les requins des rues, toi qui adores Jeff, tu dois être content du retour des Street Sharks chez IDW. Bah, quand j'étais gamin, je croisais des fois cette série animée, alors pas au point de me déclarer fan, hein, malheureusement. Mais j'avais même une figurine des Street Sharks que ma mère m'avait offert en pensant que c'était ma cam. Parce que j'ai eu ma période requin, comme tout le monde, avant de réaliser que c'était des monstres et qu'il fallait absolument les éradiquer. Et continuez, s'il vous plaît, à polluer les océans pour tuer les requins. C'est très important. Comme ça, on pourra aller nager en Martinique sans forcément risquer de se faire bouffer par un requin bulldog. Il y a pas de requin en Martinique, frérot. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que non, c'est en Guadeloupe. C'est pareil. C'est pas pareil du tout, ça a rien à voir. Moi, je suis un blanc métropolitain, attention. Oui, effectivement. Là, on l'a capté. Pardon aux Martiniquais, aux Guadeloupéens que je viens d'offenser. J'ai confondu les deux parce que je me souviens plus laquelle des deux eaux est contaminée par les requins. C'est en Guadeloupe. Mais du coup, effectivement, en fait, à l'époque, mais il y a un article sur un dossier sur. Mais non, c'est pas en Guadeloupe. Qu'est-ce que je raconte? C'est l'île de la Réunion. C'est à la Réunion où il y a des requins. Mais on s'en fout. Mais Arnaud, je peux raconter, on n'a pas le temps. Non, mais il a les yeux habités, il a la carte. Mais non, mais il a la carte sous les yeux. Non, parce que Martinique et Guadeloupe, c'est juste à côté. C'est pour ça, c'est la Réunion où il y a des requins. Pardon, voilà. La véracité des faits biologiques, Corentin. Bande de requins en Réunion. C'est important. Voilà. Pardon. Donc, dans les années 80, la série animée Tortue Ninja, la première série animée Tortue Ninja sort et c'est un phénomène commercial sans précédent. La Turtlemania, les goodies beaucoup trop chers, le jeu vidéo sur NES, le jeu vidéo sur Super NES, tout ce que vous connaissez. Et à l'époque, en fait, on est vraiment dans la période du cartoon jouet. On veut faire des cartoons pour vendre des jouets. Et c'est pas nouveau, c'est pas... Tortue Ninja n'a pas inventé ça. Je veux dire, déjà avant, il y avait eu G.I. Joe, il y avait eu Musclor, enfin les maîtres de l'univers. Mais Tortue Ninja marchait extrêmement bien et effectivement, le concept était dans l'air du temps. C'était cool, les Tortues Ninja, et donc beaucoup de boîtes ont essayé de reproduire cette version du cool. Donc il y a eu effectivement par exemple les Kangoo. Les Kangoo, voilà, c'est quoi? C'est des frangins kangourous qui font du basket. Donc c'est un peu street, c'est un peu rap, c'est un peu cool. Vous aviez les Baker Mice from Mars, pardon, qui sont pareil des frangins, qui sont des rats mutants, enfin des rats martiens en l'occurrence, qui combattent des vilains envahisseurs terrestres. Il y a un petit côté écolo d'ailleurs dans cette série-là. Et les designs étaient mortels, très inspirés justement par Bebop et Rocksteady. Et puis vous aviez donc les Street Sharks, qui étaient en fait vraiment un clone assumé, revendiqué, où c'est l'histoire alors c'est un souvenir assez lointain. Un professeur qui parce que le monde a besoin de ça. Tu vois, les scientifiques des fois ils se posent la question de quoi le monde a besoin. Mais lui, il a inventé un rayon qui permet de transformer les mammifères et les animaux marins en général en humanoïdes. Au cas où quelqu'un aurait besoin de faire ça, c'est prêt. Voilà, on a la machine qu'il faut. Il y a un vilain qui essaie de lui dérober la machine. Accident de laboratoire. Le professeur et ses 4 fils se retrouvent transformés en mammifères marins. Parce que ça marche dans l'autre sens aussi. Ça qui est beau. Enfin, pas mammifères, en poisson, en l'occurrence, que les requins sont des poissons. Et voilà, quoi. Et en fait, le méchant lui-même, il a une horde de vilains. Et puis, les enfants, ça va devenir des requins, quoi.
et ils vont taper sur le méchant. Et ça a l'air bien. Les années 90, c'était un vrai bordel à la télévision. Enfin, on assumait tellement en fait de vendre aux gamins exactement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont envie de voir, parce que là vraiment, tu sais, c'est les quatre gamins. T'en as un, c'est un peu un séducteur, qui est un peu cool. T'en as un, c'est un skater, c'est un sportif et tout. Ah cool. Oui, il y a un skater. Ouais. Mais tu sais, il y a du foot, il y a du skate, il y a du basket. Ils ont fait un grand boulot. Les trucs qui étaient cool à l'époque. Exactement, voilà. Et ils mangent des hot dogs et des burgers. Ouais, pour pas manger des pizzas. Quand même, voilà, ils précisent qu'ils n'aiment pas les pizzas. Bah oui. Wink wink. Qui sait qui aime bien les pizzas? Ils sont 4 aussi. Donc du coup, pour le coup, un vrai produit de design sympathique qui a pas malheureusement traversé les générations avec la même puissance que les Tortues Ninja. D'ailleurs, à la fin, c'était tellement devenu du consumérisme en mode tiens, qu'est-ce qu'ils aiment les gamins en ce moment, qu'ils ont ramené les Extreme Dinosaurs, donc qui sont aussi un spoof des Tortues Ninja, avec les Street Sharks. En mode allez, on vous met les requins parce que c'est encore un peu cool et tout, et on vous met aussi, allez, bam, on fait un prix de gros, les dinosaures, et tout le monde va se taper dessus, ça va être trop bien. Donc bon. Voilà, actuellement, on sait que IDW Publishing a renoncé un peu à son offre de création originale en foutant Mark Doyle à la porte, et que le nouvel éditeur en chef, Bobby Curnow, qui a été sélectionné parce que Chris Ryall avait dit non, j'ai pas envie de revenir, moi je suis très bien chez Image Comics avec les romans graphiques sur Megalopolis, Syzygy, ouais, avec Ashley Wood. Du coup, IDW s'est dit bon on va prendre Curnow, et Curnow c'était qui? En fait, c'était le mec qui dirigeait le département des licences chez IDW Publishing, et lui il a dit écoutez, on va pas se faire chier, le marché est saturé. On va faire que la licence. Tortue Ninja, ça marche. Godzilla, ça marche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Voilà, regardez. Les Street Sharks, c'est pas cher. Actuellement, il y a quasiment que les vieux qui vont encore dans les kiosques, enfin dans les comic shops, pardon Arnaud, pour justement acheter des trucs qui leur rappellent leur jeunesse, comme les Biker Mars from Mars qui sont chez Onipress, Terminator qui est chez Dynamite, les Thundercats, record de vente de l'année dernière chez Dynamite, je sais pas si tu connais G.I. Joe et Transformers chez Skybound. Et donc, ils se sont dit, écoute, oui, c'est le même wagon, un peu. Alors, ils sont probablement moins nombreux, les fans des Street Sharks que les fans de Transformers. Mais après, tu peux dire, en même temps, on peut faire un crossover. Tortue Ninja, Street Sharks, enfin, la rencontre que tout le monde attendait depuis le début. Ah bah oui. C'est qu'il est plus fort. Après, peut-être que demain, ils feront les, non, parce que j'allais dire, les Mighty Crusaders sont déjà revenus aussi. Les Kangous, moi, je serais client pour un manga de basket à la Slam Dunk, mais avec des kangourous. Tu vois, moi, il me faut. Il y avait ce dessin animé de kangourou qui faisait du basket, ça s'appelait comment? Mais tu m'écoutes pas les depuis tout à l'heure. Non, mais si, mais les kangous. Les kangous. Ça s'appelait juste les kangous, c'est ça? Oui, bah oui. Ok. De quoi tu crois que je parlais depuis tout à l'heure? Donc, du coup, voilà. Non, mais j'avais pas souvenir que ça s'appelait juste kangou, en fait. Du coup, voilà, okay. Série de Stephanie Williams, j'ai oublié le nom de l'artiste. 5 numéros pour la rentrée. Et voilà, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, la mode des comics à licence continue de se répandre sur le marché. Mais ce qui est bien, c'est que IDW comme Boom Studios, en fait, comme ils ont cette espèce de politique on va prendre les jouets et vraiment on va les mélanger avec le plus de monde possible. Genre, tu vois, les Tortues Ninja, ils ont croisé Street Fighter. Alors que tu te dis, bon, quand même, au niveau scénario, il y a vraiment rien, quoi. Ils croisent régulièrement les Power Rangers, leurs cousins directs, ou même leurs petits frères, là, actuellement. Tu peux dire que les Street Sharks vont parfaitement s'intercaler dans une espèce de grand bal des licences croisées. Donc oui, écoute, je ne suis pas hostile à l'idée et voilà. Très bien, merci beaucoup Corentin. On va passer juste un petit mot juste sur la nouvelle génération des Stormbreakers, les fameux artistes à découvrir ou à suivre chez Marvel, qui a donc dévoilé sa nouvelle promotion avec des gens dont on connaît déjà bien les travaux. En fait, il n'y a pas de vrais nouveaux venus sur la scène. Quoique, on peut parler, donc il y a Neto Diaz qui avait fait du Predator et du X-Men, le studio Guri-Hiru, donc qui est en fait deux artistes japonaises, qui a fait les Double Trouble, Venom et Spider-Man. Et j'allais dire, donc Venom et Spider-Man Double Trouble, et puis ensuite Thor et Loki. Double Tap. Non, Double Trouble, c'était. Double Trouble? Ouais. Ok. Donc, il y avait eu Venom et Spider-Man, puis Thor et Loki, et puis après, effectivement, elles ont fait ensemble, elles ont fait It's Jeff avec Kelly Thompson, Alessandro Capuccio, qu'on a surtout vu sur le Moon Knight de Jed McKay, Juan Frigeri, il a fait du Avengers, il a fait du Ultimates maintenant, ouais, il fait du Ultimates maintenant avec Dennis Camp, et je pense que c'est déjà une belle promotion pour lui. Ensuite Luciano Vecchio qui avait fait du Ironheart à l'époque, qui fait du X-Men, du Uncanny X-Men maintenant.
Simone Di Meo, par contre, qui fait ses débuts chez Marvel, effectivement, avec X-Men of Apocalypse. Je crois pas qu'on l'avait vu avant, donc ça c'est plutôt cool. Geoff Shaw, lui, on le connaît depuis pas mal d'années maintenant. Souvenez-vous de Cosmic Ghost Rider et Jonas Scharf. God Country aussi. Ouais, mais c'était pas chez Marvel du coup. Oui, mais je veux dire que il a déjà été sélectionné aux Eisner Awards avant d'être un Stormbreaker. Oui. Après, Stormbreaker, c'est vraiment le truc, c'est chez Marvel, quoi. C'est eux qui décident, en fait. Ceux-là, c'est ceux sur lesquels on veut miser parce que, effectivement, peut-être qu'ils ont déjà été récompensés, mais nous, on veut vraiment que vous mettiez, que vous ayez l'attention sur ces artistes avec les travaux qu'ils vont faire chez nous. Et donc, Jonas Scharf, qu'on avait découvert sur Avengers of the Wasteland il y a quelques temps. Ouais. Et qui a fait justement le numéro Ultimate Spider-Man Incursion. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Bah oui, c'est la critique est dans le back-office, c'est pas un très bon numéro et c'est pas un artiste particulièrement talentueux. Ah ouais? Les Avengers of the Wasteland, c'était pas particulièrement joli, quoi. Ouais. Je sais, moi, je comprends toujours pas, j'avoue, on n'a pas le temps pour faire ce débat aujourd'hui, c'est dommage, mais je ne comprends pas le principe de cette promo. Les Young Guns, je voyais à peu près l'idée que justement on prend des jeunes pousses pour les mettre en avant et il y avait ce côté un peu incubateur de talent. En tout cas, dans la philosophie, hein, c'était revendiqué comme ça. C'était le côté, nous, on est chez Marvel, on a signé ce mec pour plusieurs années, on va vous les faire découvrir et on va les mettre sur des projets qui comptent. Les Stormbreakers, en revanche, c'est une sorte de grand fourre-tout dans lequel on va se côtoyer des gens comme Martin Coccolo, mais pas Martin Coccolo, Ran Bazaldois, qui, à mon sens, n'est pas quelqu'un de particulièrement, enfin, il y a pas de talent particulier. Iban Coelho était un Stormbreaker, voilà, c'est un exemple aussi assez particulier parce qu'Iban Coelho, oui, Marvel l'a récupéré, Marvel l'a poussé avec les séries Venom, mais ils ont mis du temps avant d'en faire un Stormbreaker, alors que c'est plutôt justement au moment où les mecs commencent, où tu te dis, mettons-leur un gage de confiance, ces mecs-là, vous ne les connaissez pas, mais en leur adjoignant ce petit label, on vous incite à découvrir leurs travaux parce que nous, on croit en eux pour l'avenir, etc., etc. Et là, c'est pas du tout le cas. Je veux dire, Geoff Shaw, qui ne connaît pas Geoff Shaw, quoi. C'est un artiste qui a travaillé avec Donny Cates, qui était pendant un temps le roi de l'industrie des comics. Cosmic Ghost Rider, voilà, c'était un projet qui était plutôt pas mal. Hein. Thanos aussi, je crois que c'était lui. Je sais pas si vous connaissez la petite série Thanos de Donny Cates. Cappuccio, voilà, c'est pareil. Il a travaillé avec McKay sur 30 numéros quand même et plus, parce qu'il y a aussi Revenge of the Moon Knight. Voilà, c'est une série qui était dans les séries phares de la Maison des Idées pendant 3-4 ans et qui a servi de rampe de lancement à Jed McKay. Donc Cappuccio a pas besoin d'une sorte de badge de mérite. Et surtout, le pire, c'est évidemment Simone Di Meo qui a travaillé avec Ali Wing sur We Only Find Them When They're Dead, qui, je crois, effectivement, a été sélectionné aux Eisner Awards, comme Guru pour It's Jeff, qui avait pris une victoire, d'ailleurs, c'est pas juste une sélection, pour la meilleure série numérique ou jeunesse, je ne sais plus. Donc, ouais, on sait à quoi ça sert, hein, les Stormbreakers. C'est pas juste, venez, intéressez-vous à ces gens-là, c'est aussi pour pousser des programmes de couverture variantes. L'année dernière, ils avaient fait ça avec les animaux de chez Marvel, où il y avait eu un petit mois thématique avec 8 covers, une pour chaque Stormbreaker, où il y avait le chien des, oh là là, j'ai plus ma tête. Aide-moi, Arnaud. Jack Kirby, les dieux, Jack Kirby, qui est dans une pyramide, Attilan, c'est pas les Éternels, c'est les Inhumans. Merci. Le trou de mémoire. Bah alors, le chien des Inhumans, il y avait Goose, il y avait, enfin bref. Donc voilà, les Stormbreakers, c'est aussi pour pousser de la variante un peu du pied, et en vérité, je vois toujours pas vraiment qu'est-ce que ça apporte à ces artistes-là d'être un Stormbreaker. Est-ce qu'ils sont mieux payés? J'aimerais bien savoir ça. Est-ce que quand t'es Stormbreaker, ils te filent une sorte d'augmentation ou l'assurance d'avoir du travail pendant un temps? Tu vois, je sais pas. Mais tel quel, après, c'est des bons dessinateurs et des bonnes dessinatrices, hein. C'est pas une critique envers eux. Ce que je veux dire, c'est juste, ça crée de l'événement artificiel, à mon sens. Ouais. Mais bon, on verra bien. De toute façon, ils ont déjà, comme dit, ils ont tous déjà des projets en cours. Mais après, j'imagine que oui, il y aura comme tu le dis, des promotions de variantes ou d'autres trucs qui permettront de les mettre plus en avant. Mais quand même, juste un petit détail. Bon, bah à part Guru, il y a pas de meuf, quoi. Et ça, c'est vraiment quand même un petit peu dommage. Je dis pas qu'il faudrait viser la parité parce qu'on sait que de toute façon, il y a pas 50% de femmes qui travaillent en dessinatrice dans l'industrie, mais ouais, essayer d'en mettre un peu plus en avant, ce serait pas mal aussi, quoi. D'où le côté, justement. Surtout que Guru, les 3/4 des gens ne savent même pas que c'est de Nana. Non, je savais pas, non. Voilà. C'est toi qui me l'as appris. Pour moi, Guru, c'était un artiste. Même limite masculin ou même pas. Non, moi, je savais depuis longtemps que c'était un studio, et puis après, j'avais découvert effectivement que c'était un studio avec 2 nanas, quoi. Ok. Enfin bref, après, de fait, justement, c'est là que je disais, ce serait bien de faire de l'incubation, parce que s'ils prennent juste des gens qui sont déjà talentueux, qui savent dessiner, et qui effectivement, en plus, comme tu dis, se trouvent être juste des profils
masculin, il y a un peu un problème. Ça aurait été intéressant de monter une sorte d'école à la Marvel. Ils le font pour les concours de talent, ça. Mais ils le font parce que après il y a aussi des trucs qui se passent, tu sais, à l'hôtel Marvel. Oui. Et je pensais justement cette meuf qui avait gagné. Je crois que cette meuf c'était une meuf Renoir pour le coup qui avait gagné un concours et qui avait été annoncée sur un backup d'un numéro Miles Morales. Tout petit truc. Et après, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup entendu parler d'elle. C'est plus ça qu'il faudrait faire. C'est là qu'ils devraient être les Stormbreakers justement. Regardez, on a été chercher ces gens-là, ou alors ils sont venus à nous. Et on a envie de croire en eux, donc tiens, voilà la petite médaille Stormbreaker, et vous allez voir, on est Marvel, on participe de l'industrie, on produit des talents, on va pas juste chercher Geoff John et Dimeo, qui sont quand même des artistes qui ont déjà vendu par Paxif ailleurs, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Très bien. Allez, on a terminé pour la partie comics, Corentin, on va passer du côté des écrans. Alors, une petite annonce, mais qui fait extrêmement plaisir du côté de la télévision, puisque c'est la série Yojimbot, la bonne BD Yojimbot de notre ami Sylvain Repos, qui est adaptée en série d'animation. Et puisqu'il nous écoute, ce gros bâtard, parce que moi je l'ai vu au Festival du Lac de Com', c'était genre 10 jours avant l'annonce, et il me l'a pas dit, il me l'a même pas dit, tu sais, je lui fais alors quoi de neuf et tout ça, il m'a même pas dit, au fait j'ai une série d'animation Yojimbot qui arrive et tout, alors qu'il le savait, c'est sûr, on fait pas ça dans le dos des artistes. Donc voilà, si tu m'entends là en train de faire ton jogging, Sylvain, la prochaine fois que je te vois, je te pète ta gueule. Voilà, exactement. Mais bref, parce que ça fait grave plaisir. Donc c'est un studio qui s'appelle Passion Paris. Donc un studio parisien, j'imagine, qui a fait l'annonce. Donc voilà, ils sont en train de travailler sur une série d'animation sur Yojimbot. Donc le principe, c'est qu'on suit c'est dans l'humanité est terrée sous terre parce que l'atmosphère est devenue irrespirable. Il y a un vieux parc d'attractions à thématique Japon féodal en fait qui était abandonné, mais les robots qui étaient employés là-bas, qui étaient utilisés là-bas, continuent d'errer en remplissant leur rôle de samouraï à l'abandon. Et d'un coup, il y a un de ces robots, donc le Yojimbot, qui va tomber sur Hiro, un petit garçon qui est en fuite avec son père et dont le père va très rapidement mourir. Et donc c'était Lone Wolf and Cub mais avec un robot, puisque le robot va le prendre sous son aile et découvrir pourquoi on le recherche, pourquoi il est poursuivi et le lien qu'il pourrait avoir, peut-être le destin de l'humanité. C'est une série en 4 tomes. Il y a le 4e tome qui arrive cet été, début juillet. D'ailleurs, il y a une jaquette exclusive Pulse qui est vraiment super jolie, puisque Sylvain et Pulse ils s'entendent vachement bien, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas à précommander. Tiens, je vous mets un lien dans la description, comme ça, d'une pierre deux coups. Mais surtout, trop cool, puisque c'est de toute façon, Sylvain est un enfant, c'est un adulte, c'est un bel adulte dans la fleur de l'âge, mais voilà, il est inspiré par la bande dessinée de tout genre, donc du comics et du manga, et par l'animation des jeux vidéo. Ça c'est revendiqué, et depuis longtemps je crois qu'on avait dit putain, mais imagine Yojimbot en série animée, ce serait incroyable et tout ça. Je crois même que c'était un truc qu'on a dit quand on avait fait le back issue sur le premier tome. Ouais, donc voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Donc et parfois quand on dit quelque chose dans le podcast, ça se matérialise 3 ans plus tard. Donc Trump meurt. Voilà, j'allais dire. Je le dis maintenant. Je gagne 1 million d'euros, peut-être, on sait pas. Voilà, peut-être que je vais après, tu peux dire 1 milliard, du coup, tu peux viser plus haut. 1 million, ça me suffit. Ça se réalise. 1 million, ça me suffit. Tu sais, on pourrait monter une First Print Tower. En plein Paris. Le Baxter Building de Arnaud Kikou. On rachète une tour à la Défense et on met que des comics. En vrai. En plus, il y a un vrai problème de financement à la Défense pour l'immobilier. Tout à fait. Mais donc voilà, moi je suis trop content pour Yojimbot. Les premiers visuels sont super cool. Ça reprend complètement les designs, le cara design aussi de Sylvain Repos. Donc je suis trop chaud. Grave. C'est tout. On n'a pas le temps, comme tu dis. Donc, toi, t'es chaud pour la suite. Toi. On verra les premiers trucs en mouvement, surtout. Ouais, en mouvement, ça va être présenté au Cartoon Forum Festival qui a lieu à Toulouse un peu plus tard dans l'année. Donc, j'imagine qu'il y aura peut-être effectivement un petit premier extrait. En tout cas, ça donne envie d'aller l'année prochaine à Annecy. À Toulouse. Ça donne envie d'aller à Toulouse pour découvrir ça. Ça donne pas envie d'aller à Toulouse. C'est cool. Le cassoulet, mec, ça reste sur le bide et tout, c'est compliqué. Oui, mais tu sais qui y a à Toulouse et aux environs? Il y a Paul Renaud et Elsa Chartier, mon gars. Paul Renaud et Elsa Chartier. Donc, c'est quand même pas mal d'aller à Toulouse, mine de rien. Il y a plein de boxeurs olympiques aussi. Allez, cool. Allons à Toulouse, Arnaud. Allons à Toulouse. Ça, on pourrait faire l'accent. Je te l'ai dit. En plus, c'est compliqué à faire l'accent toulousain. Je vais me faire taper après, encore une fois. Donc, un jeu de baston. On a beaucoup de jeux de baston qui ont été annoncés, d'ailleurs que des jeux de baston en fait. Les gens ils se sont dit la bagarre, puisque donc en juin d'habitude il y avait l'E3, le grand salon dédié aux jeux vidéo. Nostalgie. C'était trop bien. Mais oui, moi, toutes les conférences en 3 jours au même endroit et tout. Ouais, moi je kiffais. Festival de Cannes du jeu vidéo.
C'est ça. Et donc ça a été, ça a périclité à cause de l'après-Covid, hein, tout simplement. Et donc maintenant, en fait, on a juste droit à des lives sur YouTube, alors qu'ils peuvent être très excitants certes parce qu'il y a plein d'annonces et tout ça, mais bon, l'ambiance c'est un peu comme le DC Fandom, quoi. C'est quand même pas pareil qu'être dans le Hall H pour avoir des annonces. C'est une sorte de croisement entre le fandom et les Nintendo Direct, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Nintendo peut-être qui c'est les premiers, oui. Ouais, à l'époque, tout le monde. Beaucoup de la presse disait les pinces, ils veulent pas payer un stand. Franchement, tout le monde s'en fout de leur conférence. Et maintenant, c'est un tout le monde fait ouais. pareil. Ouais, voilà. Si tu m'entends, Julien Chiez, espèce de gros connard. Pardon. Donc oui. La gratuité, quoi. Mais non, c'est une vanne. Arrête d'insulter les gens, s'il te plaît. Non. Donc, un jeu de baston Marvel Token Fighting Souls annoncé chez Arc System Works qui a fait Dragon Ball Fighter Z. Donc, ceux qui aiment Marvel versus Capcom. Entre autres. J'y connais rien en jeu de baston, d'accord? Mais tu cites même pas leur licence à eux. C'est un scandale. Guilty Gear. J'ai jamais joué à Guilty Gear. BlazBlue. J'ai jamais joué à BlazBlue ni Guilty Gear. Mais donc, c'est des spécialistes du jeu de combat. Là, ça va être en plus, ça va être du tag team en 4x4. Donc Corentin, toi qui es spécialiste du sujet, est-ce que Corentin, vas-y, parce que moi je suis non mais pour une fois que sur un sujet jeu vidéo t'es plus calé et plus intéressé que moi, c'est System Works, c'est une boîte qui date des années 90 et qui était déjà en fait dans l'exploitation de ce qu'on appelle le genre des animu. Donc c'est les jeux de combat qui sont faits en 2D, qui ressemblent beaucoup à des dessins animés japonais. Et ils ont effectivement monté la licence Guilty Gear, une super licence avec un vrai univers graphique. C'était en fait connu pour être l'un des premiers jeux à système, dans le sens où en fait quand vous jouez à un jeu de combat, vous avez généralement des classes de personnages. Vous avez les Shoto, c'est les Ryu qui font des boules de feu et des coups de dragon, enfin des coups de poing du dragon. Des Shoryuken. Vous avez les choppers, vous avez les personnages à charge, c'est-à-dire qu'il faut maintenir la touche pour faire un coup spécial, etc. Et donc en fait tout ça c'est des systèmes. Et dans les jeux Arc Sys, chaque personnage a un système propre. Il y a pas en fait de répétition. Chacun en fait va se jouer très différemment des uns des autres. Ils ont tous une règle bien à eux. En un sens, même d'ailleurs, c'est un peu du Smash Bros avant l'heure de ce point de vue-là, tu vois. C'est le côté vraiment, tu vas avoir une approche du jeu complètement différente selon que tu joues lui ou lui ou lui. Okay. Et donc, en fait, c'est aussi graphiquement, c'est incroyable. C'est beaucoup de références rock. Enfin bref, c'est génial. Ces jeux-là, ils sont extraordinaires. Il faut jouer à Guilty Gear, Accent Core, etc. Et BlazBlue, c'est pareil, mais en version ultra otaku. Et ultra otaku limite, pédobère compatible, on va dire, parce que il y a aussi vachement de ce truc-là. C'est de l'animé très classique, enfin c'est de l'animu très classique avec les Sasuke-like, les femmes chats, les petites nénettes vampires qu'on sent 40 ans mais qu'on dirait qu'elles en ont 14. Moi j'ai plus joué à BlazBlue d'ailleurs parce que j'étais un peu trop jeune pour jouer à Guilty. Et c'est pareil, c'est des jeux mais au niveau pour la profondeur du gameplay est insondable. Et malheureusement leurs licences à eux ont toujours plu à une petite niche de fans, mais ont jamais vraiment trop percé. Et à un moment donné ils ont fait comme beaucoup de boîtes en fait, ils ont sous-traiter leur expertise à des clients externes, notamment pour Bandai Namco, avec le jeu dont tu parles, Dragon Ball Fighter Z, qui était un peu leur premier gros succès grand public, qui avait d'ailleurs fait ramener beaucoup de gens au jeu de baston à ce moment-là, mais aussi la licence DNF, je crois que c'est Dungeon and Fighter, qui est une licence japonaise que je ne connais pas très bien, mais ils ont fait un jeu qui s'appelle DNF Duel, et aussi les Persona, ils ont fait 2 jeux de combat Persona autour de l'univers Persona 4. C'était Persona 4 The Ultimate in Mayonaka Arena qui est devenu Persona 4 Ultimate ensuite, et après l'extension Persona 4 Ultimax. Et là pour le coup moi je m'étais un peu plongé dedans parce que j'avais adoré Persona 4 qui est peut-être mon personnage préféré avec le recul, et avoir un petit jeu de baston parce qu'il y a quand même du scénario dans leur jeu, c'est très scénarisé, même c'est anormalement scénarisé. C'est-à-dire que BlazBlue il y a une continuité qui est accouchée dehors parce que selon qui tu joues en fait ça reboot la roue du temps, comme ils disent The Wheel of Fate is turning. Bref je parle ouais. Et là en l'occurrence ça ressemble à du Arc Sys, mais ça ressemble aussi beaucoup à du Capcom. Ouais. Parce que, en fait, vous voyez quand vous regardez le jeu, vous dites, ah, c'est Marvel vs Capcom 4. Ou, sans Capcom, du coup. Voilà, sans Capcom. Parce que c'est les mêmes combos, c'est les mêmes launchers, vous savez, les launchers ultra abusés où carrément le personnage sort de l'écran et vous passez que en mode air combo, avec des assists à ne plus savoir qu'en faire, et vraiment des combos de 40 coups. Moi, le genre de jeu que j'aimais bien, justement, parce que j'adore Marvel vs Capcom 2, mais j'avoue que MVC3, comme en fait c'était assez chargé graphiquement, je comprends, enfin je trouvais ça assez comment dirais-je, ça rend fou, voilà, je cherche pas un mot plus compliqué que ça. Là franchement la DA est super cool, c'est très coloré mais en étant assez léger, justement moins agressif que Marvel vs Capcom 3 pardon, et ça ressemble effectivement à une sorte de croisement entre le système de jeu de Arc Sys et vraiment le système de jeu de Capcom.
Donc ouais, c'est plutôt cool. Il y a Captain America. Alors oui, aussi au niveau des designs, ils se sont fait plaisir. Iron Man n'a jamais autant ressemblé à un Megazord que dans ce trailer. Il y a Cap, super design aussi. Miss Marvel, ça rend super bien Miss Marvel en mode animu. Qui a d'autres, Storm, j'en oublie, Star-Lord, pareil, pure design. C'est trop rigolo parce que moi j'ai vu le trailer en japonais sans sous-titres parce que sinon c'est pas rigolo. Où vraiment tu sais ils ont tous les voix caricaturales de ouais chez Malado et quand Doom arrive c'est la voix de méchant qui parle très avec les nasales. Mais c'est génial quoi parce que en plus on a eu Marvel Rivals récemment donc on a eu la lecture des Chinois sur l'univers Marvel qui était d'ailleurs extrêmement sexualisé et là on a la version japonaise vraiment classique à l'ancienne donc ouais il y a une sorte de mode un peu chelou. J'espère que ça portera un autre nom que Marvel au tout con parce que c'est Marvel Tokon ouais. Bah c'est Tokon du coup parce qu'il y a le truc mais du coup ça ressemble trop à Tekken et ça m'énerve mais grave bien bonne DA pur jeu et j'aurais plaisir à botter le cul d'Arnaud Kikou moi j'achèterais pas donc ouais bah justement toi tu pourrais m'entraîner toi tu voilà. Si tu te ramènerais le jeu, je te dirais je te botte le cul. Ah oui, d'accord. Tu diras ah non, vas-y viens, on fait un Smash Bros et là je te botterai le cul à Smash Bros. Oui, tout ce qui est jeu de bâton, effectivement, tu botteras le cul puis après on fera une partie de Elden Ring Night Train en coop et tu feras je meurs encore, c'est trop dur. Dans cette réalité parallèle, j'aurais joué à un jeu From Software du coup. J'ai pas fait la bonne roulade au bon moment, c'est trop dur le timing, j'y arrive pas. En plus, le pire, c'est que ce mec est le pire mauvais perdant de l'univers. Quand il se prenait débranler à Smash, vraiment, il était en mode, c'est pas un vrai personnage que t'as, Game & Watch, je comprends même pas, t'as les priorités. Ouais, c'est ça, bah, moi, je joue des persos normaux aussi. Si tu pouvais être chiant, si tu pouvais être normal. Allez, on continue. Autre jeu qui te fait plaisir, c'est de la part de Dotemu et Tribute Games qui continue. En fait, ils sont un peu dans un gimmick. Maintenant, on va faire toutes les licences. On va refaire un jeu de toutes les licences qu'on aime bien. Puisqu'ils avaient fait Streets of Rage 4. Après, ils ont fait le TMNT Shredder's Revenge. Et donc maintenant, ils font Marvel Cosmic Invasion. Et surtout, ils annoncent un nouveau jeu, Scott Pilgrim X. Mais t'as dit Dotemu? Ouais. C'est pas Dotemu pour Scott Pilgrim. Parce que Dotemu, c'est partenaire de Tribute Games, mais si tu veux, c'est Tribute Games qui là se fait distribuer par Paramount, je crois. Ah, merde. Il me semble. Après, relis le communiqué de presse, hein, mais ça a été listé comme une collab entre Tribute et, c'est une commande, en fait, tu vois, c'est une commande des propriétaires de Scott Pilgrim, alors c'est Tribute Games. C'est Tribute Games, ça, par contre, c'est les développeurs, le Tortue Ninja, y a pas de souci. Voilà, c'est pas, ok, autant pour moi. C'est eux qui font, effectivement, Cosmic Invasion et Tortue Ninja. Mais par exemple, Dotemu tout seul fait Absolum. Enfin, leur jeu original, c'est qu'il y a un beat'em all en roguelite, qui arrive là. D'ailleurs, faut vraiment qu'on contacte les développeurs français. Et effectivement, c'est pareil, ouais, c'est une boîte qui fait quasiment que de la licence parce qu'ils ont une expertise là-dedans. Là où justement Dotemu a développé une propriété intellectuelle juste pour eux, enfin donc Absolum. Eux, ils sont un peu dans le côté, écoute, on sait faire des bons beat'em all, il y a une nostalgie pour ça. Shredder's Revenge était un très bon succès, ils l'ont défendu pendant 2 ans quand même avec différentes extensions où il y avait même Usagi Yojimbo. Donc là voilà, c'est une façon aussi pour Brian Lee O'Malley de venger un peu le souvenir du premier jeu Scott Pilgrim qui était sorti quand le film était arrivé, qui reprenait son esthétique, etc. C'est là que le groupe de musique Anamaguchi était arrivé d'ailleurs et qui après n'a plus jamais quitté l'univers de Scott Pilgrim parce qu'ils ont fait aussi la bande son de la série animée. Donc c'est un beat'em all narratif avec un vrai scénario et une histoire totalement originale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'adaptation de la BD Scott Pilgrim, ni du film. Qui avait déjà eu, enfin, le précédent jeu, c'était une adaptation de la BD ou pas? C'était une adaptation de la BD, okay. Ouais, pour le coup. Voilà. Avec des passages en plus, mais c'était pas aussi inédit. Là, du coup, Brian Lee O'Malley et Ben David Grabinski, qui sont les deux, Brian Lee O'Malley, c'est le créateur des comics, et Ben David Grabinski, c'est son copain avec qui ils ont fait la série animée Tex-Off, ouais. Scott Pilgrim, Tex-Off, qui était donc pas du tout une adaptation stricto sensu de Scott Pilgrim. Il y a un podcast en ligne avec Océane, Juliette et Benjamin, si vous voulez écouter sur First Print, où je pense qu'on couvre un peu pas le sujet et la philosophie générale du projet. Mais pour résumer, Brian Lee O'Malley, ça l'intéresse encore de faire du Scott Pilgrim, mais il a pas envie de faire de la BD. Donc, du coup, ce qu'il fait, il fait une sorte de grand chelem de ce qu'il peut encore faire avec Scott Pilgrim, donc une nouvelle série animée qui est une sorte de relecture très moderne et très apaisée de ce qu'était Scott Pilgrim à l'époque pour lui et pour les fans. Et là, le jeu vidéo, en fait, on dirait que c'est un peu la suite de la série animée. Si vous regardez le trailer, vous verrez par exemple que Ramona se transforme en Super Ramona, comme dans la série animée. Et que Scott Pilgrim, même il y a des idées de design, pareil, on aperçoit Gideon Graves et Julie, j'ai oublié son blaze, qui sont en fait à la fin de Scott Pilgrim Tex-Off, vous aviez une scène post-générique où vous aviez ces deux vilains en fait qui disaient on va revenir,
Et en fait, ça avait été annoncé comme une mini-série. Donc c'était dit, bah non, vous allez pas revenir, c'est terminé. Mais rien dans le jeu. Est-ce qu'ils mettent ça? Et en fait, ils reviennent dans le jeu. Donc c'est quand même super marrant parce que tu te dis que déjà la série animée qui admettait que le film avait existé et que la BD avait existé, en fait, il y a une sorte de tétralogie Scott Pilgrim qui va se terminer a priori avec un jeu vidéo. C'est quand même super cool. Et donc c'est Anamaguchi qui revient à la bande son. 7 personnages jouables, comme d'hab, il y aura du coop parce que c'est du beat'em all classique. C'est l'esthétique de Brian Lee O'Malley. C'est une nouvelle Toronto qui se fait attaquer par des gangs. Alors il y a le gang des vegans, il y a le gang des bikers. Enfin voilà, c'est vraiment comme d'hab aussi absurde que d'habitude. Gros kiff. Franchement, quel plaisir. Je vis en tant qu'enfant des années 90, qui est élevé par Streets of Rage, Final Fight, Street Fighter et Tekken, je vis la meilleure vie de tous les temps. Bah ouais, je vois ça. Voilà. Et donc en parallèle, bah si t'es plus, mais après toi t'es moins de l'école Mortal Kombat, bah il y a Skybound Games qui vient d'annoncer un jeu qui s'appelle Invincible Versus. Donc bah tout est dans le titre hein, quelque part. C'est développé par NetherRealm. Non, c'est pas NetherRealm. C'est pas eux qui le développent, c'est pas la boîte qui l'a fondé, tu sais, quand il a fait son appel à projet là. Tu sais, ils avaient demandé des financements pour monter. Non, pour moi c'est pas le jeu AAA qui. Okay. Pour moi c'est un autre. D'accord. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Parce que ça avait été via Kickstarter le truc, donc à mon avis. C'était au Xbox Experience, c'est ça? Ouais, c'est ça. Xbox Game Showcase. Avec un trailer où ils refont la bataille entre Omni-Man et Invincible et d'autres Viltrumites, et où bah clairement le but c'est effectivement de jouer sur le côté violent de Invincible pour faire un Mortal Kombat-like. Ceci étant, le gameplay fait aussi un peu Capcom. Hein. Tu trouves? Moi j'ai vraiment trouvé que c'était très Mortal. Bah, après j'ai arrêté Mortal Kombat avec Mortal Kombat 9. Enfin même encore avant, je crois. Hein. Ça fait un bail que j'ai pas joué. Ça fait une Justice aussi, non? Mais oui, c'est vrai qu'il y a une Justice. Mais il y a pas la même frénésie de combo, j'ai l'impression. Tu vois, quand elle fait pareil un air combo avec Atom Eve qui fait après une spirale et tout, ça fait un peu limite plus Killer Instinct. Tu vois, bah Killer Instinct, la version de Double Helix qui était basée sur Street Fighter 4, en fait, qui était un clone de Street Fighter 4 grosso modo. T'as vraiment ce côté un peu, ouais, c'est des super héros, donc on peut y aller sur la baston. Et pareil, même Mortal Kombat, c'était pas en tag, si? Ah oui, parce que là c'est du 3x3 effectivement. Ouais. Je sais pas parce que moi je n'ai pas fait depuis très longtemps non plus. T'as des matchs en tag mais par duo quoi, il me semble. Après c'est rigolo vu que Omni-Man était dans Mortal Kombat le dernier. Ouais bah ouais. En caméo c'est sympa. Le jeu bah l'esthétique est pour le coup un peu moins séduisante que Tokon ou que Scott Pilgrim parce que c'est de la 3D hein, pour le coup. Voilà c'est un peu à mon sens dommage de pas avoir justement voulu reprendre l'esthétique de la série animée, c'est pour faire vraiment un jeu de baston façon Animu, façon cartoon interactif. Bah justement, enfin vas-y. Bah juste il y a Bastien qui nous lit et qui nous disait sur le site que les gens en question impliqués sur ce jeu, tu me mentionnais avant Double X, c'est ceux qui ont fait le reboot de Killer Instinct de 2013. Bah oui, bien sûr, c'est une super boîte hein, en plus. Ils avaient fait aussi le reboot de Bionic Commando, je crois. Enfin en version 2D, pas celui sur PS3. Non, c'était une bonne boîte dans mon souvenir. Mais qui était mal tombé parce qu'en fait le projet, enfin je crois que le Double X avait été vendu ou alors c'est la licence Killer Instinct qui avait été vendue et au final putain le compositeur du jeu Killer Instinct mec franchement c'était une brute. Il y a une vidéo qui traîne sur internet où il explique comment est-ce qu'il avait fait la bande son du truc. Ça mettait une vitesse à Capcom et tous ces mecs là. Okay. Mais bref pour le coup moi je suis plutôt client. Juste je trouve que ça aurait été dommage, c'est dommage pas avoir fait vraiment un truc en 2D. Mais bon. Si tu veux qu'on joue à ça, on jouera à ça. Non, parce que parce que tu veux. Non, mais je connais pas ce système de jeu. Tu vas me poutrer de nouveau, donc ça va être ça va pas être cool, quoi. Comme tu le dis, je suis très mauvais joueur, donc. Gardons notre amitié, Corentin. Oh. Ne jouons pas des jeux de baston ensemble. Oh. Tu sais en bien. tout cas, c'est vrai que t'as raison, ça fait beaucoup de bagarres. Après, c'est vrai que les super-héros. Et surtout, enfin, t'as plein de jeux de baston, et puis de l'autre côté, t'as DC qui a pas annoncé Injustice 3. Mais le jeu Wonder Woman, il en est où, là? Il a été annulé. C'était annulé, merde. Oui, t'as pas suivi, non, pas du tout. Ouais. Et Marvel, ils ont repoussé Hydra, c'est ça? Non, alors Hydra, oui, il a été un peu repoussé à début 2026, et ils ont annulé chez EA Games le jeu Black Panther. Mais c'est curieux, parce que le jeu Spider-Man 2, c'était pas un énorme carton, un truc comme ça? Pourquoi ça inspire pas des vocations chez les mecs qui veulent faire, je sais pas, un jeu X-Men, par exemple, mais parce que déjà, Insomniac Games va faire Wolverine, donc t'inquiète pas que les X-Men vont un peu débarquer de ce côté-là. Après pour Black Panther et Wonder Woman, visiblement, c'est des problèmes de gestation trop longs, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans de développement, il y avait toujours rien de concret, rien qui permettait, et que les sous investis étaient trop importants, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on jette l'éponge, on laisse tomber.
plutôt que d'investir encore et encore dans un truc qui va coûter du coup au final beaucoup trop cher et effectivement qui ne pourrait jamais être rentabilisé. Ouais, je trouve ça un peu dommage, ouais. Je sais pas, un jeu Punisher en mode TPS. Ça existait d'ailleurs. Avec Garcinis au scénario, c'était vachement bien. Ouais. Sur PS2. Mais donc voilà, on attend des nouvelles de DC parce que pour l'instant ils font juste des jeux mobiles, notamment DC Dark Legion. Donc vous voyez peut-être des pubs si vous êtes maudit par vos algorithmes Instagram et Facebook. Horrible quoi. C'est vraiment des pubs de. En IA. Mais pas en IA, mais qui ressemblent vraiment aux pubs de tous les fake games, enfin tous les jeux mobiles de merde, comme les Clash of Clans, les Total War, les trucs comme ça là, que des trucs. Vraiment... Après il y a Arkham VR. Il y a Arkham VR, mais il y aura aussi Deadpool VR. Du coup, t'as vu la passe décisive. Et ça, c'est cool, puisque effectivement, si vous comptez vous acheter un casque MetaQuest 3 ou MetaQuest 3S, eh bien, vous aurez 2 jeux dorénavant sur lesquels vous pourrez mettre la main. Batman Arkham VR, qui est sorti maintenant, je crois. Et donc l'année prochaine Deadpool VR avec Neil Patrick Harris qui reprend le personnage, ça c'est quand même plutôt cool, ils se sont payés un bon acteur et dans un jeu dans lequel Deadpool est pris dans une faille dimensionnelle, il est téléporté dans le Mojo World et après il va devoir du coup passer d'une réalité à une autre en tuant plein de mecs et plein de monstres et ça a l'air plutôt violent, ça a l'air plutôt assez il y a l'air d'avoir de quoi faire quand même avec le gameplay VR en termes de coups spéciaux. Tu peux attraper les ennemis, les balancer, leur passer la tête dans le truc avec les lames qui coupent là, les trucs comme ça. Voilà. Formidable. Écoute. Mais je sais que après voilà, il faut un casque MetaQuest 3. Ils font chier avec ça quand même. Ouais, le truc c'est que en plus c'est pas. Après c'est comme une exclusivité d'une console. Hein. Maintenant il y a quand même beaucoup plus de casques que de consoles sur le marché. Ouais, après on a quand même 2 en gros. C'est MetaQuest d'un côté et celui d'Apple de l'autre, non? Tu en sais plus que moi. Non, il y a Sony aussi qui en a un. Ah oui. Mais non, il y en a plein d'autres, mec. Non. Et t'as celui de Sony, le PlayStation VR, mais après le PlayStation VR, c'est surtout pour jouer. Tu peux jouer avec ta console, en fait. Alors que là, MetaQuest, c'est que tu l'achètes en plus d'une autre console, je crois que, tu vois. Donc voilà. Réalité virtuelle, de toute façon. Ouais, et moi, ma copine, elle m'a dit qu'elle me quittait si j'en achetais un, donc voilà. Ah ouais? Ouais. J'ai pas droit à ça, et j'ai pas droit à une trottinette électrique. Voilà. Bon, non, ça c'est con, quoi. Surtout que j'ai un skate. Pratique électrique. Ouais. C'est pas pareil. Il y a pas de moteur dans ton skate. En montée, il y a des skateboards avec des moteurs maintenant aussi. Hein. Tu commandes avec t'as un petit truc dans la main comme ça pour accélérer et freiner et overboard. Et avec des grosses roues et ça te permet du coup de vraiment. Il y a pas un Français qui avait créé un skate volant. Pourquoi on n'a pas vendez-le ça? Moi je veux un skate volant. Putain ouais, comme dans quoi? Dans Retour vers le futur 2, non? L'overboard, non, mais je pensais vraiment que c'est aller le volant du bouffon vert, tu sais, pardon, oui. Machin Zapata, je crois, je sais plus comment il s'appelle, c'est le Frankie Zapata, je crois qu'il s'appelait. Le mec qui va essayer de traverser la Manche sur son aile volante, là. Mais qui a réussi, d'ailleurs. Mais c'est un truc de fou, mais vendez ça. C'est un truc mais après, tu peux pas vendre à usage, Oh. C'est comme les avions dans les années 30, tu sais, avec dans Barnstormers. Est-ce qu'il y a une loi pour l'instant, tu vois? Ouais, c'est ça deviendrait tellement le bordel, t'aurais des accidents directs, quoi. Allez, Corentin, on termine juste avec une petite actualité cinéma. Warner Bros. Discovery est scindé en 2 entités distinctes. Et donc, techniquement, on a encore DC qui a de nouveaux patrons, Je suis quand même choqué. Arnaud a volontairement ignoré le trailer de Ironheart. Pardon. Ça me fait rigoler. Mais non, mais il y a rien à dire. Il y a rien de plus à dire que ce qui a déjà été montré. Il y a Si, il y a de la magie. Oui, voilà. Non, mais on le savait déjà, mais il y a un point, effectivement, tu vois de la magie rouge, et du coup, ça les Méphisto sexuels sont de nouveau de sortie. C'est pas pour ça que je veux pas en parler. Je fous de sa cave, c'est un démon. Voilà. Bref, mais du coup, non, moi, je le trailer m'a bien fait rire. Effectivement, alors là, du coup, David Zaslav, un peu sorti de nulle part, nous explique que maintenant, Warner Bros, ça va être 2 boîtes différentes. D'un côté, la division, il parle quand même de division, c'est ça qui est curieux, parce que normalement, si c'est 2 boîtes différentes, c'est pas des divisions, c'est des boîtes. Mais il y a quand même une sorte de chapeau commun, parce qu'ils ont un pont actionnarial, comme ils disent, de 17 milliards de capitaux qui sont partagés entre les 2 boîtes. Sur une capitalisation qui est pas beaucoup plus élevée d'ailleurs, parce que ça représente quoi, 20%, je crois, du total des actions. Donc, bon, je vais pas vous faire un cours de capitalisme, etc., mais l'idée simplement, c'est de payer moins d'impôts. Voilà, c'est aussi parce que ça, ils le disent. C'est pour obtenir des réductions fiscales. Exactement comme de l'optimisation fiscale. Voilà. Comme quand ils ont tué Batgirl et Cowboy versus Acme, c'était pour les mêmes raisons. Parce que quand Discovery Inc. a racheté le groupe Warner Bros, a racheté Warner Media, c'était la boîte qui totalisait tous les actifs de Warner Bros au sein du groupe AT&T. Ils ont contracté une dette de 50 milliards. Et 50 milliards, ça se rembourse, hein, c'est comme ça.
Donc là, depuis la présence de 2As Live, ils ont réussi à rembourser 13 milliards. C'est pas mal, quand même. Environ des milliers de gens et en annulant beaucoup de choses. Et en renonçant au fait de faire des films exclusifs aux plateformes, ce qui est plutôt pas idiot pour le coup. Et actuellement, voilà, ils sont encore dans cette espèce de logique il faut qu'on rembourse 37 milliards, donc c'est pas du tout la dernière idée qu'ils ont eue. Il y en aura d'autres ensuite, probablement. Ce qui est assez intéressant, enfin, pas forcément pour nous, parce que vous allez me dire que ça va rien changer pour nos vies à toutes et à tous, c'est que ils vont séparer le département télé, donc télé au sens tradi, donc CNN, la TNT, les chaînes de sport, enfin tout ce qui appartenait au vieux monde du groupe Warner Bros, du groupe streaming et cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, ils assument de dire l'argent, il va être fait grosso modo au streaming et cinéma, on veut pas le mélanger avec l'argent de la télévision. Parce que la télévision, ça rapporte encore de la thune, hein, attention. Mais quand t'es un groupe aujourd'hui, justement, tu fais des calculs d'équivalence et tu te dis, il faut que je vende mes chaînes de télé, comme quand ils ont vendu la CW, tu vois. Un Nexstar, c'était en mode, ça sert plus à rien d'avoir la CW, la télévision est en train de crever au profit du streaming, maintenant le sport est en streaming, etc. Donc, à terme, quand t'as ton bilan annuel et que t'as une courbe qui va vers le bas et une courbe qui va vers le haut, tu dis, dans ce cas-là, séparons les deux courbes en deux boîtes différentes, comme ça, il y en a une si jamais on a besoin de la tuer un jour, on pourra la tuer, et il y en a une autre, on va dire qu'on va mettre tous nos œufs dans le panier du divertissement à cet endroit-là. Donc ça inclut Warner Bros Games, par exemple, qui sera donc dans le département divertissement. Ça inclut HBO, ça inclut HBO Max, et ça inclut DC Comics, puisque DC Studios maintenant gouverne la structure générale DC Comics, DC Entertainment et DC Toys, j'imagine. Il y a encore un DC Toys. Donc voilà, c'est une petite pirouette actionnariale pour envoyer un bon signal qui tombe là pile avant l'été, ce qui est pour le coup assez intéressant parce que ce sera pas acté avant l'année prochaine, il va falloir faire des restructurations et tout. Ce qui est intéressant, c'est que techniquement, pourquoi toutes les boîtes se rachètent entre elles, déjà pour concentrer les actifs, évidemment, pour devenir tellement gros que tu peux aller concurrencer des trucs comme pas concurrencer, c'est parce que tu peux pas concurrencer Apple ou Prime Video, enfin Amazon, etc., qui eux rachètent des boîtes pour être des multispécialistes de plein de secteurs d'activités différents. Mais je sais plus qui disait ça, je crois que c'était une tribune du Hollywood Reporter. L'idée, c'était de grossir suffisamment pour que quand le vent de la tech arrive, tu puisses résister. Tu peux ployer, mais tu peux résister. Et de fait, Disney, maintenant, c'est une très grosse boîte. Warner Bros, c'était une très grosse boîte après AT&T encore. Quand les négociations pour les grèves ont eu lieu, ils étaient tous assis autour de la même table, avec Apple, avec Netflix, avec tous ces machins-là. Netflix qui est encore un peu différent parce que c'est à la fois un peu de la tech, à la fois du divertissement. Ils creusent vachement le créneau du jeu vidéo aussi. Ils vont probablement commencer à créer des parcs de salles bientôt. Peut-être qu'il y aura un Netflix Land un jour, je sais pas. Enfin bref. Mais au global, voilà, ce qui est intéressant, c'est que la logique était, ils veulent tous avoir un parc d'attractions. Parce qu'Arnaud rigole en micro. Mais je rigolais à Netflix Land, quoi. Mais le problème, c'est que avec des vraies parties de Squid Game. En fait, c'est cette logique un peu du côté, on va tout miser sur le service. Elle s'est un peu cassée la gueule à la fin des années 2010. Et les mecs se sont dit, ah non, en fait, ce qui serait bien, c'est quand même qu'on vende des produits. Parce que en face, on a des boîtes qui sont trop dans le service, comme Amazon. Amazon produit peu, en fait, de produits Amazon. Amazon, c'est un intermédiaire entre les commerces. Quand même, avec les Kindle, les assistants personnels. La tech vend des objets physiques, comme Apple, tu vois. Apple fait pas que Apple TV+, sinon ils gagneraient pas du tout la même quantité d'argent. Apple, ils ont vendu des ordinateurs avant d'autres choses, hein. Mais en général, justement, ces boîtes de la culture, elles se disent justement, il faut qu'on vende du jouet, il faut qu'on vende du produit dérivé, il faut qu'on vende du merch, il faut qu'on vende des bouquins, etc. Et pour le coup, Netflix, c'est curieux qu'ils aient pas encore vraiment, ils sont encore eux dans le service dématérialisé, tu vois. Ils produisent des bouquins. Ils produisent des bouquins, ils produisent de la licence à bouquins, surtout. Mais par exemple, tu vois, il y a pas des Netflix Store, tu vois, c'est un truc qui est important pour l'image de marque, d'avoir un petit temple pour créer une coolitude Netflix, tu vois, comme les Apple Store ou quoi, tu vois. Donc non, mais il y a des produits dérivés de toutes leurs séries. De toute façon, La Casa de Papel, Squid Game et tout ça, il y a des produits dérivés. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est que tu vois le côté, en fait. Et je me demande s'ils font pas d'ailleurs maintenant que tu le mentionnes, je crois qu'il y a des comment on appelle ça, tu sais, les boutiques éphémères, les trucs comme ça. Il me semble des pop-up stores. Je suis quasiment sûr qu'ils en ont fait pour leur série. Ça représente rien du tout. Non, c'est sûr. Au niveau économique, ça représente rien du tout. Bref, voilà, tu vas te mettre en retard, donc voilà. Mais donc grosso modo, pour quitter un peu ce débat-là, le fait est qu'actuellement, donc ces groupes vont vers la concentration des actifs, et aussi parce que ça présente un avantage au niveau salarial, c'est que si t'as un groupe, idéalement, parce que c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie, mais tu vas avoir qu'un seul département marketing.
de taille variable, un seul département administratif, un seul département RH, un seul département juridique, par exemple. Voilà, il y a les avocats de Warner Bros qui sont à demeure sur tous les produits et tout. En vérité, vu que c'est plein de petites sociétés, elles ont toutes des petits départements comme ça, mais t'as une seule entité dirigeante avec un seul gros pôle de compétences. Et c'est comme ça, pour ça que dès qu'une boîte en rachète une autre, il y a beaucoup de licenciements. C'est que les postes redondants, donc ceux qui sont en doublon, sont éliminés. Donc voilà, c'était l'intérêt aussi de faire des groupes où tu fais une seule grande pyramide et où au sommet de la pyramide, t'as moins de personnel que si t'avais 40 petites pyramides, etc. Donc là, le fait de créer 2 boîtes différentes, peut-être que c'est un peu la fin de cette espèce d'hémorragie de l'emploi. J'y crois pas spécialement, mais peut-être qu'ils vont enfin se dire, bah, du coup, maintenant, il faut que chaque boîte fonctionne individuellement et peut-être que même chaque boîte pourra faire ses propres acquisitions. Ce sera assez intéressant, ça, pour le coup. Mais à mon sens, là, on est en train, grosso modo, de parler pour ne rien dire, parce que en vrai, c'est du boursicotage, c'est de l'optimisation fiscale, comme tu disais. Dans les faits, le but pour Zaslav, il reste le même pour ce qui nous concerne nous, c'est-à-dire produire de la licence, DC Studios d'un côté, Le Seigneur des Anneaux de l'autre, Harry Potter de l'autre, parce qu'Harry Potter revient, rappelez-vous, la série télé et tout. Exploiter HBO Max et faire encore le peu de fric qu'il y a à faire avec les salles de cinéma, parce que voilà, pour le coup, c'est l'un des rares mecs qui défend l'intérêt des salles de cinéma comme vecteur de croissance, parce qu'il sait que tu peux pas faire la même somme d'argent avec juste le streaming et l'achat en VOD. Donc ouais, tel quel, ça n'a pas d'influence concrète. On sait que Gunn a été valide dans son plan de 10 ans pour DC Studios. Le mec a toujours été prévu comme ça, de toute façon. Oui, puis on verra. Donc, après, on verra quand même si Superman flop. À mon avis, le plan sur 10 ans, il sera remodelé, quoi. Il floppera pas. Au pire, ce sera une performance timorée, mais il floppera pas. Si c'est timoré, à mon avis, ça peut être compliqué quand même. Hein. Ça peut rebattre les cartes. Hein. C'est que Clayface, on a un peu mis ça d'ailleurs. Clayface, ils vont le faire pour moins de 100 millions de dollars. Il suffit qu'il fasse 200 millions, il sera rentable. Enfin, je te dis, c'est le modèle qui doit évoluer. C'est pas les marques elles-mêmes que. Et puis quelque part aussi Superman, t'as le côté produit d'appel, parce qu'il va servir à installer d'autres films derrière. Donc il y a un côté un peu, c'est un film campagne marketing pour de futures productions, tu vois. Avec Superman, tu payes déjà la campagne de promo de Supergirl. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais bon, mais justement, mais Superman bid, si Superman bid et que personne ne va, enfin voilà. Non, mais je suis pas inquiet. Non, mais admettons juste que bid ou est mal reçu ou je sais pas quoi, bah les gens auront pas envie d'aller voir Supergirl après non plus. Donc c'est à double tranchant, tu vois. Oui. Voilà. Bon, on en a terminé en tout cas pour ce podcast. Merci beaucoup, Corentin. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous avez différentes façons de réagir et de nous soutenir pour faire vivre le podcast en dehors des sphères d'Internet et sur Internet également. Donc, vos partages, vos likes, c'est important. On ne le dit pas assez souvent, mais vraiment, c'est important. On en a besoin pour exister, pour être découvert. Donc, n'hésitez pas à mettre des petites notes aussi, des étoiles sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, des commentaires partout, et à nous rejoindre sur notre Discord. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, et on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Ciao! Salut!